Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de From Zero to Coco. On reçoit Arnaud. Arnaud qui a un parcours de travailleur du sexe Toto, donc dans les milieux autonomes, un peu vénère et tout, et qui a évolué vers le marxisme, vers le communisme, et qui est aujourd'hui travailleur social, si je ne me trompe pas, mais il va nous expliquer tout ça, expliquer son parcours, et ça va être intéressant parce que là, on va voir une évolution entre... D'habitude, on voit souvent des gens de droite devenir de gauche sur la chaîne, mais là, on voit quelqu'un qui était déjà de gauche, qui était autonome, qui était dans des milieux même de gauche radicale, qui a évolué vers un autre type de gauche et qui a rejoint le camp marxiste, c'est-à-dire le meilleur camp. Donc comme ça, on va voir pourquoi il a fait ce choix, pourquoi il est passé comme ça, pourquoi il a évolué. Bon, on va faire comme d'habitude. Okay. On va reprendre un plan chronologique. Un plan chronologique, on va refaire un peu ta vie, savoir d'où tu viens, les conditions matérielles et quelles idées tu avais au moment où tu avais ces conditions matérielles, des idées politiques, des idées sur le monde, je sais pas trop. Enfin, voilà, tout ce que tu voudras nous dire. Ouais, carrément. Tu peux peut-être commencer par nous parler un peu de ta famille et de ton enfance, quoi. Je sais pas ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, carrément. Bah écoute, moi je suis fils d'agriculteur, fils de paysan, quoi. Donc voilà, j'ai grandi dans ce que certains appellent la diagonale du vide. Voilà, donc au milieu de rien, à la campagne je dirais plutôt. Et donc mes parents étaient agriculteurs. Enfin mon père est à la retraite, ma mère bosse toujours un peu. Et donc bah voilà quoi. Enfin depuis que je suis gamin, moi je vois mes parents trimer. Enfin c'est vrai qu'il y a une différence entre le prolétariat ouvrier et le prolétariat paysan. Mais enfin vu les conditions matérielles d'existence de mes parents et comment ça bossait à la maison, enfin voilà, c'était vraiment dur. J'en ai pas mal chié quand j'étais gamin parce que voilà, moi je suis né en 90 et donc c'était d'autres manières d'éduquer les gamins, donc ça cognait pas mal. Enfin voilà, c'est pas des manières d'éduquer justement, mais enfin mes D'accord, il y a de la violence physique. Ouais, ça part, tu vois, les gens comprendront peut-être après pourquoi c'est parti en couille, mais tu vois, moi j'ai grandi dans des conditions un peu dures, tu vois, à 2 ans j'ai chopé la tuberculose, après, plus tard, avec mon père ça se passait très très mal, et en fait je pouvais pas me barrer parce que si j'essayais de me barrer, mon père appelait les flics, et ça se passait très mal, donc j'ai pas pu me barrer avant 18 ans, quoi. D'accord. Et si tu veux, dans ma famille, la manière de me présenter, c'était voilà, Arnaud, c'est l'aîné, c'est le brouillon, et ma sœur, c'était le chef-d'œuvre, quoi. Voilà, ils nous appelaient comme ça quand les gens nous présentaient. Ils nous présentaient aux gens. Ah ouais, après, c'est un peu malsain, c'est un peu malsain comme truc devant un gamin, commencer à le rabaisser par rapport à sa sœur et tout. Enfin, après, je veux pas critiquer tes parents, tu vois, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour avoir une bonne estime de soi, quoi. Ouais, non, mais attends, ça c'est que le début. Après, par exemple, je sais pas, tu vois, donc la valeur travail très très présente. Mon père bossait de 6h à 20h, quoi, en gros, quand c'était pas 22h. Puis en plus, les vaches, elles font veau la nuit. Donc tu te réveilles pour les vaches. Il y a eu la crise de la vache folle, la fièvre afteuse qui a défoncé les paysans de ouf malade. Et donc, fallait bosser à la ferme, tu vois. Et bah mon père, pas du tout bon pédagogue, il hurlait beaucoup. En gros, tu vois, quand il travaillait, il fallait lui passer les vis pour qu'il puisse visser un truc, mais il nous apprenait pas grand-chose. Et donc le soir, en plus de ça, il était capable de te dire que t'avais pas gagné ce que t'avais dans ton assiette, quoi. D'accord. Mais attends, voilà, t'avais quel âge? T'avais quel âge? Bah moi, j'ai toujours connu ça depuis que je suis gamin. Quand t'as 8 ans, t'es pas censé gagner ce que t'as dans ton assiette. Enfin, c'est quand même très étonnant, ouais. Non, mais en fait, il faut comprendre que... Ouais, enfin la campagne. En fait, moi, j'en veux pas à mes parents parce que j'ai su contextualiser ça dans où est-ce qu'ils ont grandi avant, qu'est-ce que c'était leur vie et d'où est-ce qu'ils venaient. Mon père, il a juste son certificat d'études. À 14 ans, il était sur un tracteur en train de bosser. Ma mère, elle est fille de cheminot et de garde-barrière à la SNCF. Et donc voilà, ils viennent des milieux très ouvriers, quoi. Et bon bah mon père pareil, moi quand je discute avec les vieux du bled où je viens, ils disent putain ton grand-père il était vraiment vraiment dur et ton père c'est le même, quoi. Et mon père pareil c'est barré à 18 ans, enfin bref. Et donc le travail, si tu veux, chez moi il y a pas de vacances, ça existe pas, quoi. Et parce que bah en fait aussi le travail avec le vivant, avec les bêtes,
c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que bon, une vache, elle mange tous les jours. Une vache, si elle décide de faire veau à 3 heures du matin, il faut faire une césarienne. Voilà, c'est comme ça. Donc ça les a un peu, c'est ça un peu le conditionnement de mes parents. Et donc, je pense qu'ils ont pas fait que des bons choix avec moi, hein, clairement. Sinon, je serais pas parti en couille. Et donc, voilà, c'est pour ça que on a toujours travaillé à la ferme. Et donc, vers 8 ans, je pense que ça allait encore. Il était pas aussi dur, mais à partir de 12 ans, ouais, ça là, c'était hardcore, quoi. Ouais, d'accord. Ils avaient quelle idéologie tu me dis à la dure, ils étaient un peu droitards, j'imagine, s'ils étaient dans un truc un peu comme ça. Eh ben, alors, si je remonte aux grands-parents, par exemple, de ma mère, mon grand-père était communiste, ma grand-mère était une catholique barcelonaise qui avait émigré après la guerre d'Espagne, mais qui était quand même de droite. Donc, tu vois, quand Mitterrand est passé, mon grand-père, il buvait le champagne avec ses potes cheminots dans la cuisine et ma grand-mère, elle faisait la gueule dans la chambre. Et pourquoi, Voilà, pourquoi ta grand-mère, elle a émigré alors que Franco avait gagné et qu'elle était de droite? Eh ben en fait, elle était de droite, je pense. C'était une républicaine en fait, mais elle était pas. T'es pas fasciste. Bah tu vois, il y avait des mecs comme Bernanos par exemple qui ont pété les plombs quand ils ont vu ce qui se passait en Espagne en 36 quoi. Donc je pense que c'était plutôt une meuf. Moi je l'ai très peu connue. Je me rappelle d'elle sur son lit de mort, mais à part ça rien. Et donc je pense que c'était une meuf. Enfin tu vois, ça devait sans doute être. C'était pas une fasciste quoi. Je pense ouais, c'était une capitaliste, mais voilà catholique et bon. Oui. Voilà, j'en sais pas plus. Et sinon, elle serait pas mariée avec un communiste, tu vois, je pense. Ouais, bah oui, c'est sûr que si ça avait été une fasciste, elle aurait eu plus de mal à se marier avec un communiste. Ouais. Ok, je vois le truc. Et ensuite, après mes darons, mon père, tu vois, il a voté Mitterrand en 81. Mais en fait, maintenant, il vote Macron. Il a voté Sarkozy avant. Il peut plus supporter les socialistes. Et ma daronne, elle votait Arlette Laguiller au premier tour parce que ça la faisait marrer. Et au deuxième tour, j'ai jamais trop su, tu vois. Ouais, mais attends, c'est aussi qu'ils ont évolué. Ils ont peut-être plus les mêmes conditions matérielles d'existence. Ils sont peut-être un peu enrichis. Enfin, voilà, ils sont pas les mêmes que dans les années 90, je pense, tes parents. Non, mais c'est ça, parce que mes parents, ils s'installent. Mon père, donc, il part de 18 ans à 18 ans de chez ses darons. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il va bosser à Paname. Il a travaillé sur tous les gros chantiers, boulevard des Maréchaux. Il a beaucoup travaillé dans les grosses fermes céréalières. Et donc, il revient s'installer en 76, qui est une grosse année de sécheresse. Ouais. Et donc, là, il achète ses premiers bâtiments, mais il achète ses premiers bâtiments avec un tout petit apport. Et donc, il doit payer le reste à la banque. Et depuis, en fait, mes parents, c'est ce qu'on discutait là, tout à l'heure avec un autre pote. C'est des gens qui ont cru dans le système capitaliste, qui ont cru à l'ascension sociale et qui en ont profité. Bon, ils ont travaillé comme des chiens. Mon père, à 40 ans, il se faisait opérer de la carotide parce qu'elle était bouchée à 80%. Il a des stents. Bref, il est défoncé. Et en fait, là, maintenant, ils ont des appartes. Tu vois, ils ont investi, ils ont bossé comme des yinches, mais ils ont bien revendu leur ferme. Donc, ils ont un capital foncier, machin, tout ça. Donc, c'est des travailleurs plutôt à la base, espèce de prolétariat, enfin les agriculteurs quoi, et qui a capté en fait ce qu'on leur demandait de faire dans ce monde et qui se sont sacrifiés pour ça, clairement. Et voilà, aujourd'hui ils font plutôt partie de la petite bourgeoisie. D'accord, ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils votent Macron peut-être aussi. Ouais, clairement, ils votent Macron. Même ma sœur, elle a voté Macron, tu vois. Mais ma sœur, elle a voté Macron parce que elle comprend. Enfin, c'est pas qu'elle comprend pas. J'ai pas envie de faire mon bourdieuxien à dire que. Oh, le misogyne, ouais, ma sœur, elle comprend pas. Non, mais tu vois, c'est parce que ta sœur, c'était la préférée de tes parents. Et en fait, là, tu reviens sur un live pour venir cracher sur ta sœur. On connaît ces mecs-là. Ouais, je crache sur ma sœur. Ouais, non, mais je suis là pour renier ma famille, moi. C'est clairement ça, ouais. Ouais, donc j'ai bossé tout l'été avec eux. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir ton évolution parce que j'ai l'impression que maintenant, t'as quand même tu t'entends relativement bien avec et t'as passé, on va dire, le cap, ce qui n'était pas évident quand on a vécu des traumatismes et des violences pendant l'enfance, quoi. Ben ouais, de ouf. Ben c'est aussi le travail. Ça, c'est le travail que j'ai fait après avoir pris beaucoup de drogue, donc de soins thérapeutiques, quoi, et d'élaboration de pensée qui vient à peu près au même temps que le marxisme.
Ouais, bah tu vas en venir d'ailleurs aux drogues parce que pour l'instant on n'en a pas trop parlé, mais là du coup t'as 12 ans, tu vas déjà à l'école, ça s'est passé comment? T'étais un élève moyen, t'étais comment? J'étais un très bon élève. Ils ont voulu me faire sauter des classes. Mes parents ont refusé pour que je reste avec mes potes. Je pense qu'ils ont très bien fait. Et j'ai développé une hyperactivité très jeune. Alors l'hypothèse des médecins et des psychologues que j'ai vus, c'est que donc, quand tu vis une enfance difficile, que tu subis des violences, ton cerveau dissocie beaucoup. Pour expliquer un peu aux gens, la dissociation, c'est quand en fait ton cerveau vit des événements traumatisants. En gros, grosso merdo, il les range mal dans ton cerveau. Et après, il y a des événements, des signes dans la vie de tous les jours qui te font penser à ça, et ton cerveau se met en mode stand-by, quoi. T'es plus vraiment là, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai développé une hyperactivité. Bah après, parce que, juste pour, enfin, je sais pas. Soit on dit que tu manques d'attention parce que t'es dissocié, soit on dit que t'es hyperactif. Mais je sais pas si ça a vraiment un rapport. Mais bon, c'est pas forcément le débat. Mais ouais, enfin en tout cas moi j'ai des traumas et j'ai une hyperactivité. Ça apparemment quand t'es tout le temps sur le qui-vive, tu peux plus développer d'hyperactivité. D'accord, ouais. Le côté voilà. hyper réaction parce que t'es toujours un peu stressé, ouais. Ok. Donc t'as développé une hyperactivité, ça a baisé ta scolarité ou pas? Eh ben en fait jusqu'au collège, j'avais vraiment des très bons résultats. Au collège, j'ai commencé à partir en couille. Enfin, tu vois, j'ai vraiment commencé à quitter. Au collège, tu quittes un peu plus la cellule familiale, quoi. Tu vois un peu plus des gens différents, machin, bordel. Et donc voilà, en fait, c'est à partir de là où c'est parti en couille, quoi. D'accord, c'était plus par tes fréquentations du coup que c'est parti en couille? C'est le moment où je commence à devenir un peu punk, hein, à l'époque. Et non, c'est moi qui décroche, en fait. Je décroche parce que je suis en mode no futur, quoi. Si tu veux, en plus, tu dans ma doumais famille, déjà avant l'heure. Hein? Tu doumais à l'époque? T'as dit quoi? Je disais que tu doumais avant l'heure. Je doumais, ouais. Alors ça, c'est un truc de jeune de parler de Doom, Doom Generation. Nous, c'était le punk. Je sais pas, tu vois, c'est un peu le truc qui touche pas mal les classes moyennes dans les banlieues pavillonnaires blanches. Je parle. C'est pas mal les classes moyennes blanches dans les banlieues pavillonnaires ou à la campagne. Tu vois, c'est le punk. C'est un truc un peu classe moyenne, petite bourgeoisie, ça, sur le manque de sens que peut avoir ta vie, voilà quoi. Et voilà, bon après, au collège, puis il y avait ce truc avec mes darons. À chaque fois que je voulais faire un métier, mon père me disait que j'étais un bon à rien, que je n'allais pas y arriver, tu vois. Ouais, d'accord. Et donc t'as fini par partir un petit peu. Je sais pas si je vais trop vite, mais par partir un petit peu dans la. J'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, par sortir un peu de la société, quoi. Ça s'est fait à ce moment-là ou ça s'est fait un peu après? Eh ben, en fait, c'est vraiment à 18 ans. Hein. À 18 ans, en fait, j'ai 18 ans au mois de février. Au mois de mars, je me bats une dernière fois mon père me met une dernière branlée et je me casse, en fait. Je me casse et à partir de là, je commence à me piquer à l'héro, à la coke, à faire la manche, à me taper dans les rues avec les gens. D'accord. Des squats de tox. Voilà. D'accord. Et avant, c'était pas possible parce qu'il serrait trop la vis. Juste avant ça, t'étais déjà politisé ou pas? Alors, mon vecteur de politisation à l'époque, justement, c'est le punk rock. Donc, c'est des groupes comme, je sais pas, tu vois, des groupes que les gens pourraient connaître, Guérilla Poubelle, Tagada Jones, des conneries comme ça, quoi. Ouais. Puis après, la narcopunk, bien plus tard. Mais ouais, donc c'est une politisation très individuelle. Qui se vit dans une forme de nihilisme en fait, tu vois, on avait c'est le début d'un devenir nihiliste en tant que toxicomane et le punk. Ouais. D'accord. Donc il y avait une sorte de tu te rendais compte un peu des choses par rapport au monde, mais t'étais pas politisé sur le plan, tu faisais pas d'action politique. T'étais en rejet du monde, quoi. Politique que je devais faire, ouais, c'était se taper avec des faf. Qu'est-ce que ça pouvait être? Si, je me rappelle avoir fait une manif au lycée parce qu'il voulait prendre, il y avait une gamine qui était migrante et il l'a renvoyée chez elle, tu vois, mais j'étais pas en place dans une équipe, dans un collectif, un parti ou quoi que ce soit, ça, quoi, c'était,
Tu sais, la politisation pour les punks, c'est quoi? C'est Black Bloc, ouvrir des squats, faire des concerts. Grosso merdo, c'est ça, quoi. Ok. Et donc, du coup, t'as commencé à te piquer à l'héros, à prendre de la coke, tout ça, et ça a fait quoi? Je veux dire, tu t'es encore plus marginalisé, j'imagine. Enfin, ça devait être très très compliqué. Il y a aussi la question de comment on finance tout ça. Enfin, c'est à partir de là que t'es devenu travailleur du sexe pour payer tes doses. Enfin, ça s'est passé comment? Non, ça arrivé plus tard parce que en fait, de 18 à 23 ans, j'étais punk à chien. Je faisais la manche. Bon, en gros, à la manche, tu fais 10 € de l'heure, quoi. À part à Noël où tu fais des 150, 300 balles. Mais enfin, faut se dire que c'est rien parce qu'en fait, ça coûte tellement cher la vie à la rue. T'as rien. En fait, t'es tout le temps obligé de bouffer des trucs à 10 balles, quoi. Des kebabs, des merdes. Par exemple, tout souvent, tu fais pas ta lessive. Du coup, ce que tu fais, c'est, enfin, si tu peux aller dans des centres, mais ce que tu fais, c'est que tu tèges les fringues et soit t'en voles d'autres. Enfin, bref, il y a plusieurs techniques, hein, mais tout coûte plus cher. Bref, enfin, c'est pendant Noël que tu gagnes autant de thunes, ça dure pas longtemps. Donc 10 balles de l'heure, un gramme d'héros, ça vaut 40 €. Entre 20 et 40 €, ça dépend. Enfin, il y a des régions, c'est même 80. Un gramme de coke, c'est entre 60 et 100 balles. Donc, tu vois, les comptes sont vite faits, quoi. Tu fais la manche 8 heures, tu te payes ton demi-gramme de coke, ton demi-gramme d'héros, quoi. Et je me rends pas compte, tu consommais combien? Je me rends pas compte de ce que ça fait un gramme d'héros. Bah, ça dépend. Au début, ça dépend de la pureté de la cam, hein. Franchement, des cams qui tournent à déjà, tu sais, une héroïne qui est à 15% de pureté, c'est une très très forte héroïne maintenant. D'accord. Et donc, le truc avec l'héroïne, c'est que enfin, avec toutes les drogues, tu développes une tolérance. Donc voilà. Après, vu que je faisais la manche et moi je connaissais pas trop encore les bails à cette époque, hein. J'étais beaucoup avec des grands frères entre guillemets, des open cachiens qui m'expliquaient la vie, qui m'apprenaient à vivre dans la rue, les codes, tout ça. Et donc voilà, je consommais. Je pense pas qu'on peut parler tout de suite d'addiction. Après, j'ai eu un traitement de substitution à l'héroïne, méthadone. Mais là, je sais pas, je pense que, tu vois, quand je tapais 1 gramme de coke, 1 gramme d'héros. Tu tapais les deux en même temps, en fait. Ouais, c'est ce qui s'appelle un speedball, en fait. Oui. Quand t'injectes, en fait, tu commences par mettre l'héros, tu chauffes l'héros avec de l'acide citrique parce que ça se dilue pas dans l'eau, et après tu mets ta coke parce que la coke faut pas la chauffer, et après t'injectes tout. Et donc t'as les deux effets à la fois. D'accord. Voilà. Ok, et donc ça c'est entre 18 et 24 ans. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir travailleur du sexe? Et ben en fait, à 23 ans, j'ai eu un gros souci de santé, j'ai été obligé de me soigner, j'ai passé mon bac au CNED, en candidat libre. Souci de santé en rapport avec la drogue ou rien à voir? Ouais, en gros une hépatite C, quoi. D'accord. Si tu soignes pas ça, en fait, ça te bouffe le foie. Bon, maintenant, on soigne très bien ça, hein. Il y a des très bons traitements. Oui. Et donc, voilà. À l'époque, c'était des traitements très très lourds. Et donc, voilà. Et j'ai fait ce traitement. J'ai passé mon bac de littéraire au CNED. D'accord. Voilà, je l'ai eu. Après, je suis parti dans une autre ville. Et à partir de là, en fait, il y avait un gros squat autonome dans cette ville. Et j'étais allé vraiment pour ce squat et donc j'ai arrêté la fac de philo parce que Attends, du coup t'as passé attends, tu vas trop, je comprends. T'as passé le bac pour aller en fac de philo, puis t'es pas allé en fac de philo pour aller dans un squat dans une ville qui était connue, un squat connu. Ouais, bah tu vois, tu comprends tout. Ouais, non mais oui, d'accord, ok. Et en fait c'est à partir de là que je suis travailleur du sexe parce que j'ai 24 ans et je peux pas encore avoir le RSA et en fait j'ai été à un festival de tatouage, voilà, en gros j'aime beaucoup les tatouages, j'ai quasiment plus de place, bon bref, et donc là j'avais été à mon premier festival de tatouage et en fait c'était en soutien aux putes et aux prisonniers. Voilà, donc on faisait des tatouages pour aider les gens qui étaient en tôle et pour les putes. Voilà, putain, si je me dis s'il y avait Zemmour qui tombait là-dessus maintenant, mais comment il pèterait, ça serait une dinguerie, quoi. J'adore parce que tu utilises le terme pute, mais comme toi t'étais travailleur du sexe, c'est pas du tout problématique, alors que si j'avais fait l'inverse, je me serais fait taper sur les doigts par les gauchistes.
Ouais, non, mais tu sais que d'ailleurs, même les gauchistes, les gauchistes diraient que moi j'ai plus le droit parce que je suis à la retraite. Je suis une vieille pute, moi. Une vieille pute à la retraite. J'ai plus le droit d'utiliser le terme, quoi. Donc je vais dire travailleur du sexe pour éviter de me faire niquer la gueule. Bref. Et ouais, je sais. Mais c'est problématique d'ailleurs, ça. Faudrait qu'on en parle. Mais le truc de retourner l'insulte en mode parce que tu vois, moi, ça me fait penser, tu sais, les techniques d'empowerment, toutes ces conneries que le management aussi utilise, en fait. Pour moi, c'est ok. Il y a peut-être un intérêt à ça, mais c'est pas là que se passe la lutte. Et en fait, moi, j'ai vu dans les squats où j'ai habité quand même des gens qui disent enculés se prendre des coups de barre. Je vais péter la gueule à des gens pour ça, d'ailleurs, des coups de barre de fer. Toi, t'as pété la gueule à des gens pour ça? Ouais, en fin de soirée, ouais, j'ai déjà pété la gueule à des gens pour ça. Je me rappelle, je mettais des coups de pied au cul à un mec qui partait, il avait plus de froc et tout. Bref, laisse tomber. Oui, mais après on était chair défoncée, tu vois. Enfin, voilà, ça avait plus trop de sens, quoi. C'est le politique depuis les squats à 5 heures du tam, après 4 grammes de speed et de la mauvaise musique, voilà. D'accord. Ouais, en vrai, c'est super intéressant ton témoignage parce que, enfin, je veux dire. Moi, je suis tellement loin de vivre ça que je me rends pas compte du tout du parcours de la marginalisation, de ce que ça peut être, tu vois, et c'est intéressant de voir ça, quoi. Ouais. Du coup, je sais pas où on était d'ailleurs. Le fait que tu prenais de la coke et tout, tu nous as dit que t'avais des problèmes d'attention, c'était pas lié, ça te permettait pas de te concentrer, des trucs du genre? Alors ça c'est le travail que j'ai fait après thérapeutique qui m'a fait comprendre les fonctions des drogues pour moi. Pour que les gens comprennent peut-être un peu ce que je veux dire, c'est que en fait les drogues ça veut rien dire, ça convoque un imaginaire qui est plutôt réactionnaire, conservateur, ça fait peur aux gens, on pense tout de suite aux crackers porte de la Chapelle, voilà, même si c'est une réalité, c'est vrai. En fait, une drogue c'est une substance psychoactive qui modifie ton état de conscience et il y en a plein de différentes avec plein de particularités. Il y a des drogues qui te speed, d'autres qui te calment, d'autres qui te font halluciner, etc., etc. Et donc, alors, pour ma part, les stimulants, la cocaïne, les amphétamines avaient une fonction, c'était de traiter l'hyperactivité, parce que pour que les gens aussi captent un peu, l'hyperactivité, c'est une défaillance neuronale qui fait que quand on prend un stimulant, ça a un effet paradoxal, c'est-à-dire que la cocaïne, au lieu d'exciter la personne, va la calmer, alors que quand on prend de l'héro, ça va nous exciter, quoi. Donc voilà, donc il y a la fonction notamment beaucoup des amphètes parce que c'est beaucoup moins cher, un gramme d'amphète c'est entre 10 et 20 euros, un gramme de coke à l'unité, je parle. Un gramme de coke c'est entre 60 et 100 balles, donc je prenais beaucoup plus d'amphètes. Et donc le truc c'est qu'il y avait ça, il y avait aussi les problèmes de dissociation à cause des traumatismes, donc ça venait aussi répondre à ça. Et après aussi ça s'inscrivait dans un style de vie à la marge, alternatif, bref, un peu tout ça, quoi. Et quand tu dis, tu parles de coke, et t'as pris du crack aussi ou pas? Ouais, j'ai déjà pris du crack, ouais, mais c'est pas trop mon dada, quoi. J'aime pas trop ça, quoi. Je trouve ça un peu chiant. Ça monte très vite et ça redescend très vite. Moi, je suis un injecteur en plus, hein. Moi, je me piquais, ça m'arrive de reconsommer, hein. Le crack, c'est chiant, faut faire une pipe, faut savoir fumer, faut retenir la fumée. Au moins, quand tu te piques, tu trouves la veine, t'injectes, défoncé, on n'en parle plus. D'accord. Ok. Bon, il y a un degré de technicité, hein, parce que savoir bien s'injecter, moi, tu vois, j'ai jamais fait d'abcès, j'ai un bon capital veineux, en fait, je sais pas si les gens ont lu Outsider de Howard Baker, mais il le montre dans ce livre, c'est un sociologue. En fait, les gens qui se droguent, s'ils savent pas se droguer, ils partent de la communauté. Faut savoir se droguer pour rester un drogué, quoi. Sinon, on finit complètement. Même les crackers, hein, les fumeurs de crack à Paris, ils font communauté. Hein. D'accord, c'est que sinon on finit quoi? On finit viré de la communauté, tu veux dire? Bah non, mais c'est que si tu sais pas, en fait, si tu comprends pas les codes de la communauté, par exemple, Howard Baker le montre dans Outsider, il va sur un terrain d'enquête où il rencontre des fumeurs de marijuana. Tu vois, les gens, ils jouent du jazz, il faut savoir rouler correctement, il faut savoir garder la fumée, il faut savoir apprécier la défonce, etc., etc. Et sinon, en fait, t'es rejeté de la communauté ou t'es pas un vrai fumeur de joint, quoi. Ok. D'accord, donc là, t'as 24 ans, t'as eu ta période punk à chien et t'es parti dans un squat. Et c'est là que tu commences à
T'as dit un truc de tatouage et t'as commencé à devenir TDS, mais je vois pas pourquoi en fait. Je vois pas Non, 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 ton truc de là, tatouage. 24, à 24 ans, je suis plus en squat de punk à chien, je suis dans des squats autonomes. D'accord, oui, d'accord. Donc c'est des squats différents plus- déjà, et c'est des squats autonomes où là, t'es allé dans un festival en soutien aux TDS et aux prisonniers, c'est ça? Et c'est là que t'as commencé à te prostituer, c'est ça? À travailler en sexe. Ouais. Ouais, parce que j'avais pas de thunes et en fait, j'ai commencé à regarder des articles sur Internet, j'ai regardé la part de marché de... Donc, en gros, j'étais travailleur du sexe uniquement avec les mecs. Ok. Donc, je me suis renseigné, j'ai trouvé un site Internet où tu pouvais t'inscrire et puis après, voilà, en avant Guingamp, quoi. D'accord. Ouais, c'est encore un milieu où c'est pas évident quand on connaît pas. C'est quoi la différence d'être un mec travailleur du sexe avec des mecs ou d'être une meuf travailleuse du sexe? Il y a beaucoup de différences? Ah, de ouf, de ouf. Déjà, une meuf, c'est 2 à 300 euros de l'heure, un mec, c'est 100 balles. Ok. Hum, Les meufs représentent une plus grosse part de marché, donc sont vachement plus fliquées, vivaces. Tous les sites, pardon, je vais pas dire les sites quand même, mais enfin, de toute façon, ils sont fermés. C'était sur des sites d'annonces sur Le Bon Coin, tu vois. Et en fait, elles se font vachement plus fliquer. Les meufs vont sur Le Bon Coin. Il y a des TDS qui sont sur Le Bon Coin, c'est ça que tu veux dire? Ouais, alors c'était sur d'autres sites, c'était plutôt Viva Street Oui, ou Viva Street, annonces. ouais. Et ouais, maintenant c'est chaud. Et surtout, bon, ce qu'il faut savoir sur la loi sur la prostitution, c'est que ça doit être en 2016 que, en fait, la prostitution est pas illégale en France. Par contre, le proxénétisme, ça, c'est puni par la loi. Et il y a une loi qui a mis en place la pénalisation des clients. Donc maintenant, c'est les clients qui prennent des amendes, quoi. Et donc, ça a aggravé les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du sexe parce que, notamment, les clients peuvent utiliser ça comme chantage pour pas mettre de capote. Pourquoi ils peuvent utiliser ça comme chantage pour mettre de capote? Bah, ils disent, si on se fait choper, c'est moi qui paye l'amende, donc tu vas pas m'obliger à mettre une capote, c'est moi qui prends tout, c'est moi qui prends des risques, patati patata. D'accord, ok. Ok. Voilà, et donc ça. Donc là, t'en es. T'as commencé à travailler là-dedans vers 24 ans. T'es dans un squat autonome et tu te politises, j'imagine, du coup, dans le squat autonome parce que c'est beaucoup plus politisant que ouais. le squat plus de punk à chien. Bien sûr, ouais. En fait, tu rentres pas dans ces squats comme dans un squat de punk à chien. Faut discuter avec les gens. Ils avaient d'ailleurs beaucoup discuté sur le fait que je prenais des drogues parce que c'était un endroit surveillé. Et ils se posaient la question de, s'ils le prennent, qu'ils le mettent en manque, est-ce qu'il va pas nous balancer, par exemple? C'était des questions qui s'étaient posées. Ils m'avaient posé comme condition pas de travail du sexe à la maison, pas de deal. Bon, j'ai jamais été un bon dealer, de toute façon. J'ai toujours flingué plus d'argent que j'en j'ai rentré. Et Tu flinguais plus d'argent parce que tu consommais le truc que tu devais vendre? Non, mais puis même, tu vois, moi j'habitais dans des squats où vu que j'étais le tox de la bande, je laissais une petite boîte avec des extas, de la coke, pour les copains, pour qu'ils fassent la fête, tu vois. Mais, enfin, c'était mon stigmate, mais je me disais autant que ça me profite un peu aux gens. Donc voilà, j'ai jamais réussi à faire de commerce, quoi, tu vois. Ouais. À part avec mon cul, peut-être. Ah putain, les blagues sont dérapent un petit peu. Ouais, non, faut que j'arrête avec les insultes. C'est pas interdit sur Twitch, les insultes? Je sais pas, j'en sais rien. Si on se fait ban à part ta faute, on verra bien. Okay. Donc voilà. Donc du coup, ouais, tu commences à être dans le groupe autonome et là, tu te politises. C'était quoi? Enfin, le milieu autonome, c'est quoi? C'est les trucs genre l'insurrection qui vient, des trucs comme ça? Alors il y a plusieurs teams, ouais. Ça représente très peu de la population en France. Hein, c'est vraiment une marge. J'imagine bien. Bien qu'il y a des moments où ils ont l'air un peu d'être imposants comme ça. Il y a plusieurs. Ça va de la fédération anarchiste et de l'UCL, l'Union communiste libertaire, à justement aux appellistes, au comité invisible. En passant par des autonomes qui se revendiquent, enfin le comité invisible aussi, mais de l'Italie des années 70, et des anarchistes individualistes aussi, parfois des espèces de survivalistes. On a bien eu 2-3 Soraliens qui ont essayé de venir chez nous, mais ils se sont fait défoncer. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. Les appellistes à un moment, donc le comité invisible,
pouvaient prendre beaucoup de place, mais ils ont déclaré que les squats c'était un peu du folklore et que c'était pas là que se passait la politique. C'était des gens qui étaient capables de venir chez toi pour t'analyser sociologiquement, pour se dire qu'il fallait pas qu'ils deviennent comme toi, parce que t'étais un folklore, parce que t'étais une marge. Il y avait pas forcément tort. Ouais, mais eux c'est pas un folklore peut-être. Bah eux, en gros, pour moi, je vais être méchant, hein, mais c'est beaucoup de normaliens qui ont pété un plomb, des enfants de la très haute bourgeoisie avec une caution prolétaire par collectif. Ouais, moi je pense. Enfin, je sais pas si c'est des gens qui ont pété les plombs parce qu'ils gardent leur style de bourgeois pour pouvoir aller, pour pouvoir avoir des avantages, pouvoir choper de la bouffe, pour passer crème quoi. Et en fait, moi je pense que c'est des gens, en fait, en ayant très bien connu tout ça, c'est un peu des gens qui ont une élaboration politique qui se base un peu trop sur deux bords. D'ailleurs, Bégodeau le dit aussi. C'est des gens en fait qui veulent faire compliqué là où on pourrait faire simple, et quand on vient à dire des dingueries, par exemple, ils utilisent beaucoup Tristan Garcia, parlent de métaphysique de la résistance, alors que tu vois, flinguer la métaphysique, c'est fait depuis Kant, Nietzsche a fait le boulot, Marx a fait le boulot, enfin tout le monde a fait le boulot de niquer la métaphysique, et eux ils en sont là à parler de métaphysique, enfin bref, voilà quoi, ils pensent avec Agamben aussi, enfin bref. Agamben, ouais, mais oui, et puis même Debord, enfin personnellement je trouve ça relativement faible, hein. Enfin c'est chiantesque, ça dit rien de, ça dit rien de clair, parce qu'en fait il y a des gens qui sont durs à lire, tu vois, Hegel est dur à lire, même Kluskar est dur à lire, mais ils disent des trucs, c'est clair, tu vois, alors que tu lis Debord, t'es toujours en train de faire ton interprétation de Debord, mais tu sais même pas si ce qu'il a voulu dire c'est ça, tu vois. C'est pas que c'est écrit de manière compliquée, c'est que c'est écrit de manière poétique et que c'est écrit. Donc c'est intéressant en tant que esthétique presque, mais ça reste un peu de la branlette esthétique, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Regarde, par exemple, tu prends la première thèse de la société du spectacle. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production annonce comme une immense accumulation de spectacles. Ça, c'est mot pour mot la traduction du Capital, sauf qu'à la place de marchandise, c'est spectacle. Bien sûr. Donc c'est de la réfé, tu vois, ça se branle quoi. Et ils sont là en mode, ils font des clins d'œil dans tous les sens, tu vois. Par exemple, le Comité Invisible dans Nos Amis, leur titre de chapitre, c'est des tags qu'ils ont vus, qui leur ont plu, tu vois. C'était là. En fait, qu'est-ce que ça dit du monde à part que t'as vu tes potes qui t'ont envoyé ça sur un réseau crypté, tu vois. Enfin, c'est bon quoi. Ah putain, c'est bon parce que toi tu peux dire les termes et t'as une caution, tu vois. Moi je peux pas dire ça, moi je vais me faire traiter de voilà, moi je suis rangé, j'ai une vie pépère, voilà, alors que toi tu as le bagage pour critiquer. Ouais, mais en fait ça annonce, enfin ça signifie aussi beaucoup mon divorce avec ce milieu, hein. Je pense si mes potos dans une autre ville où je vais souvent ils entendent ça, ça va discuter sévère là quand on va se revoir, mais il y a eu une rupture qui a été faite il y a quelques mois, puis ça fait un moment que ça dure en fait. Donc voilà, mais oui, mais moi je connais ce milieu, j'ai essayé d'y retourner là pour les manifs des retraites, en fait, j'ai essayé de faire des trucs avec eux, et en fait ça a aucun putain de sens de péter les mêmes vitrines entre Bastille et Nation tous les samedis quoi. C'est pas vrai que ça a du sens, on va ramener personne derrière nous, c'est des conneries. Ben, en plus de ça, ça peut, tu vois, tu peux avoir un côté d'happening, tu vois. Mais sur une fois, tu vas avoir, voilà, ça va impressionner. Mais si tu refais exactement la même chose à chaque fois, tu vas perdre du coup peut-être en médiatisation, quoi. Oui. Enfin, c'est sûr. Et puis en fait, ça devient un peu comme les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont répété la même chose qui avait marché au début pendant, 50 actes. Sauf qu'au bout de 50 actes, ça devient vraiment une parodie, tu vois. C'est un peu la phrase de Marx, tu vois. La première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce. Ben, c'est un peu ça, tu vois. La première fois, ça marche pas, mais c'était stylé. Et la 50e fois, ça marche toujours pas. En fait, c'est un peu ridicule, tu vois. Je suis un peu dur avec les Gilets jaunes, mais voilà. Et là, c'est pareil. Tu pètes une fois une vitrine et tout, c'est filmé, c'est stylé. Tu pètes 15 000 fois la même vitrine, au bout d'un moment, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus le summum du militantisme, quoi. Et quand les mecs en plus de ça vont commencer à s'opposer à des gens qui sont dans des partis qui se bougent le cul aussi, tu vois, il y a aussi chez eux, je trouve, une espèce de fermeture d'esprit qui est je sais pas, des fois tu vois des mecs qui vont critiquer, je sais pas, des gars du POI parce qu'ils vont dire qu'ils sont rangés, qu'ils sont dans la France insoumise, c'est plus des vrais,
au bout d'un moment, voilà, c'est bon, tu vois. Ils vont critiquer toutes les stratégies de Sud, de la CGT. La CGT et Sud sont critiquables, il y a des soucis, mais ils se bougent quand même le cul pour faire des trucs, quoi. Tu peux pas dire que Sud, la CGT ou la France Insoumise, c'est pareil que Macron et Zemmour, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu rejettes tout comme n'étant pas assez vénère, pas assez radical, ben, du coup, tu deviens un peu... Ça a plus trop grand sens, quoi, ce que tu fais. Ça a plus de sens, mais en fait, ça, c'est des vieilles guerres de chapelle, un peu comme dans les milieux trotskistes. Mais alors, en fait, la grande distinction qu'il y a entre les autonomes et avec nos alliés, c'est que les autonomes posent comme, un de leurs axiomes, c'est qu'ils refusent le travail, ils refusent le monde du travail, ils refusent de parler ils refusent d'intégrer une usine pour aller militer. Ils ont pas envie de distribuer. En fait, ils critiquent très fort et il y a des choses intéressantes là-dedans quand même. La figure du militant professionnel. Et il y a des trucs de vrai aussi là-dedans. Ouais, mais sauf que eux, en fait, leur délire, c'est ils vont aux manifs des retraites, ils s'en branlent des retraites, ils veulent détruire la civilisation, ils veulent faire sécession, voilà. Et donc ils vont dans les manifs pour faire leur bail et essayer d'amener les gens dans leur délire de refus du travail, enfin délire dans leur position politique. Et en fait, ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Mais surtout que ça ne peut pas prendre parce que c'est pas adéquat à la situation. Enfin, je veux dire, si tu fais une analyse matérialiste des choses, la plupart des Français, ça reste des gens qui sont intégrés dans la société actuelle, même s'ils sont de plus en plus désintégrés, attachés au travail. Il y a, je sais plus combien c'est, 50 ou 60% des gens qui sont propriétaires. 50, je crois. Bon, c'est pas énorme, mais ça veut dire quand même qu'il y a une bonne partie des gens qui ont une maison, tu vois, ou un appartement. Va dire à ces mecs-là qu'il faut tout faire brûler et tout péter, tu vois. Ça a pas de sens, c'est pas adéquat, quoi. C'est la définition du gauchiste chez Lénine, là, tu vois. Mais en fait, si tu veux, moi, le truc qui m'a vraiment fait quitter ce milieu, c'est je travaillais dans un entrepôt logistique et j'ai lu l'idéologie allemande de Marx et j'ai vu j'ai lu que Marx un truc qui, en fait, je l'ai vécu dans ma chair. Il dit, en fait, ce qui différencie l'homme de l'animal, on peut très bien le différencier par la conscience, par tout un tas de bordel. Bon, il dit pas ça à Marx, plus la classe que moi. Il dit, mais ce qui le différencie de l'animal, c'est qu'il construit ses moyens de vivre et après, dans la 6e thèse sur Feuerbach, il dit, ce qui détermine l'essence de l'homme, c'est les rapports sociaux. Et donc, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que eux, ils refusent le travail en tant que travail salarié, mais ils voient pas que le travail pour les gens, ça a du sens parce que les gens, même si c'est pas forcément évident pour tous, il y a beaucoup de gens qui trouvent du sens dans leur travail encore, tu vois, et qui sont fiers de ce qu'ils font, tu vois. Et ça, Friot le dit très bien, tu vois. Mais tu m'avais dit, parce qu'on avait déjà parlé avant, qu'à cette époque-là, toi-même, t'avais même une haine du prolo parce qu'il était pas radical, parce que c'était un peu un mouton. Tu peux nous parler de ça un peu ? Ouais, c'est le petit moment où mes potes de squat m'appelaient le plus nietzschéen des punks à chiens parce que justement j'étais vraiment un gros bâtard, quoi. J'avais un mépris de classe, mon gars, tu sais, des fois j'étais défoncé, j'avais encore une seringue dans le bras, il y avait une voiture qui passait, j'étais là, va payer mon RSA, sale bâtard de prolo, tu vois, des trucs de ouf comme ça, quoi. J'étais vraiment un gros bâtard, quoi. Tu vois un peu le niveau, quoi. Ah, attends, mais mec, tu fais le jeu tu fais le jeu de l'extrême droite. Parce que je peux te dire qu'un type qui va bosser le matin à 7h, qui voit un punk à chien avec une seringue dans le bras lui dire va payer mon RSA, je peux te dire que ça fait voter les gens pour le Karcher, hein. Mais de ouf, mais maintenant je m'en rends compte, tu vois, mais c'est pour ça que c'est une imposture, le nietzschéisme de gauche. Je pense après c'est moi aussi qui étais con, hein, c'est pas juste le nietzschéisme de gauche, mais tu vois, le truc de vitalisme, de puissance, en fait c'est de la merde, c'est parce que ça te rend méchant, pas du tout empathique. Alors d'un côté t'as les bourdieusiens qui prennent le prolétariat pour des victimes, et après t'as des gens comme moi à l'époque qui traitent les prolos de chiens, quoi, tu vois. Bon, voilà, quoi, tu vois. Bon, putain, tu dis tellement les termes, mais oui, c'est vrai que t'as une espèce de binarité de ouf, quoi. T'as une espèce de binarité de ouf entre ces deux types de personnes qui, dans tous les cas, ne peuvent aboutir ne peuvent aboutir à une perspective de transformation sociale, parce que si le prolétariat, le bourdieuien, il est très spinoziste aussi, il est très déterministe, très dans le... Bon, je sais qu'on peut faire rager des gens, mais il est très dans le truc où il y a une domination, il y a des dominations même, et on va pas en sortir, en fait, tu vois.
On va pas en sortir et le truc est stable, tu vois. Il pense jamais la transformation, il pense jamais le sujet révolutionnaire, Bourdieu. Et de l'autre côté, les mecs, ils sont en dehors de la société, donc va faire un sujet révolutionnaire qui n'est même pas dans la société, tu vois. Enfin, ça a aucun sens comme truc. Genre, t'étais en dehors d'un truc, mais tu voudrais le faire changer de l'intérieur. Enfin, c'est quoi ce truc? Ouais, non, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord, hein, mais voilà, moi, après, maintenant. Tu vois, je pense que aussi à l'époque, il y avait un truc peut-être un peu plus psychanalytique ou inconscient de vouloir m'arracher je sais pas, du monde vu que le travail chez moi, j'en avais bouffé matin, midi et soir à toutes les sauces. J'avais un profond dégoût pour ça. Et en fait, j'ai fait ma crise d'adolescence. Je me rappelle, à un moment, j'étais à la ZAD et c'était pendant les expulsions. Et je faisais beaucoup à bouffer, moi, pour les gens. Donc, c'était dur, de se faire à manger pour 2000 personnes sous les gaz lacrymaux. C'est dur. Et en fait, je me rappelle des gens d'une maison, il y a des gens qui arrivent, qui se tapent avec les flics. Il fallait pas venir se taper à côté de ces maisons parce qu'il fallait pas que les flics les détruisent. Et là, le mec les a envoyés chiants en disant, mais allez, écumer vos penchants nihilistes ailleurs qu'ici, quoi. Et c'était tellement vrai, tu vois. Il y a vraiment un truc un peu comme ça là, en termes de symbolique, qui est vrai, quoi. Il y a beaucoup quelque chose qui se joue, mais pas chez tous. Il y a des gens qui sont très structurés et qui sont très câblés chez les autonomes, mais il y a aussi ce truc de penchant nihiliste, destructeur qui vient se manifester, quoi. Bah oui, et puis après, tu vois, pour en être un peu plus, je sais pas, pour être un peu plus compréhensif aussi de la situation, on comprend que des gens qui voient que le travail est aliéné, que tout se passe vraiment de pire en pire, tu vois, aient envie de s'extraire de la société. Alors nous, on questionne, là, on rigole un peu sur cette position, mais ça part pas d'un fond particulièrement hautain. Après, même s'ils peuvent devenir un peu bizarre vis-à-vis des prolos là comme t'étais. Mais on comprend quelqu'un qui ne trouve pas de développement de soi, qui ne trouve pas de manière de s'accomplir dans la société, envoie tout chier et devienne autonome, quoi. Mais c'est un peu d'ailleurs ce que je disais hier avec l'invité d'hier qui était autonome aussi, tu vois, qui était passé par toutes les phases de complotisme, de machin. On voit qu'il y a un rejet du monde qui est abouti à l'autonomie, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, là où les autonomes se plantent, c'est qu'ils confondent éthique et politique. La politique, c'est défini dès l'Alcibiade chez Platon. C'est la différence entre le gouvernement de la cité et le gouvernement de soi. Et en fait, les autonomes, beaucoup rejettent le monde en termes d'individus, recréent un collectif à échelle individuelle, mais n'arrivent pas à penser les structures, ou alors seulement dans leur destruction, et en fait pensent que le monde peut se démerder avec des interactions sociales bricolées et un espèce de truc très rhizomatique et horizontal. Ils adorent Deleuze, beaucoup. Et c'est ce qui me gêne des fois. Dans une certaine pensée anard aussi, c'est qui est un peu comme ça, où tu sais, beaucoup de choses sont pensées comme étant trop étatistes, comme étant une domination, machin, et en fait, on a du mal à comprendre comment on va s'articuler sans ça. C'est aussi, par exemple, la critique que je faisais au Canard Réfractaire, tu vois, où il disait oui, donc les syndicats, machin, nous on s'organise nous-mêmes. Ouais, d'accord, mais il y a bien des choses qu'on va faire au niveau national, parce que le pouvoir aujourd'hui se trouve au niveau national. Donc si toi tu fais un groupe dans ton coin, que machin fait un groupe dans son coin et qu'au final on confédère tout ça dans une alliance commune, ça s'appelle la CGT, tu vois, ou ça s'appelle autrement, mais ça s'appelle une confédération syndicale en fait si tu fais ça. Et au bout d'un moment, tu peux pas tout penser juste par rapport à l'individu, à ton groupe de copains, à ton squat ou je sais pas quoi. C'est pas 30 personnes qui vont changer la France, tu vois. Mais même l'échelle de la commune, tu vois, par exemple, je pense, Ruffin l'autre jour a dit un truc intéressant, c'est qu'il a dit les initiatives collectives en niveau micro, local, tout ça, on peut s'en inspirer, même si on peut pas les généraliser, pour après gouverner. Et en fait, si on prend l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une commune d'instituée, effectivement, le projet a été abandonné, mais le jour où ils ont voulu détruire, l'État a été bien plus puissant que la commune des autonomes, quoi. Ils ont tout défoncé, ils ont tout rasé. Et quand ils veulent détruire, donc c'est là en fait la limite du truc, c'est que par exemple aussi les soulèvements de la terre, c'est des gens que j'ai côtoyés et donc je sais leur manière de penser. Et l'autre jour à Mediapart, tu leur disais ouais mais vous vous attaquez à une bassine, mais en fait il y en a 15 des bassines, il y en a 100. Et l'autonome disait oui mais on voit bien que ça les fait chier parce que ça les empêche de faire leur agriculture. Ouais, tu mets un grain de sable dans l'engrenage, mais en fait
si tu montes pas en généralisation, si tu montes pas à un truc beaucoup plus structuré, mais tu te fais bouillave. Mais c'est pour ça, tu vois, l'autre jour j'étais à un débat, il y avait Sandrine Rousseau, il y avait Julien Leguet de Bassine Non Merci, il y avait des gens de la Confédération Paysanne et tout. Et je crois que c'était Julien Leguet qui disait ça, mais je crois, hein, je suis pas sûr, mais qui disait qu'en gros, je sais pas de quelle obédience il est exactement, tu vois, mais il disait qu'en gros, il fallait aussi ne pas hésiter dans les petites villes, dans les villages, à faire du militantisme, à postuler, tu vois, genre des fois à certains postes, parce qu'au final les mairies, elles sont assez trustées par des gros agriculteurs qui vont profiter des bassines, tu vois, et tout, alors qu'en réalité il n'y a pas forcément de raison qu'ils soient seuls à décider. Et il y a plein de gens qui sont contre les bassines, mais qui ferment leur gueule ou qui sont pas particulièrement politisés par rapport à ça, qui vont pas prendre le poste. Et c'est vrai que je trouvais que c'était bien, parce que bon, les actions où ils se font éclater par tout le monde, enfin par les flics, par les gendarmes et tout. Ça fait des actions chocs et tout, ça fait des images, ça peut avoir un intérêt aussi de montrer la violence d'État. On s'est quand même rendu compte que l'État était capable de foutre 5000 gendarmes autour d'une bassine, de balancer, d'avoir des quads et tout, enfin c'était quand même intéressant comme truc. Mais ça suffit pas. Mais attends, ça suffit pas à changer les choses. Qui ont perdu un œil et tout. Bah, bien sûr. Alors voilà, tu vois, et moi je trouve qu'une des intelligences de la France insoumise notamment, c'est d'arriver à aller dans ces mouvements, par exemple à se mettre devant pour pas que les gens se fassent défoncer, tu vois, c'est très intelligent, parce que en fait moi je trouve que ce soit les bassines, que ce soit n'importe quel sujet, c'est un bon moyen, c'est une bonne porte d'entrée, mais après en fait ça doit être aussi l'occasion de discuter et d'élaborer une pensée un peu plus une vision du monde, nous qui sommes marxistes quoi, mais un truc un peu plus systématisé, un peu plus général, pas en rester qu'aux bassines quoi, tu vois. Non mais c'est sûr. Parce que ouais, c'est une belle porte d'entrée, surtout au niveau local, tu vois, c'est un truc qui parle aux gens et tout. Mais et tu vois, les autonomes, bah tu vois, le truc c'est qu'ils disent nous on veut pas être récupérés par la France insoumise, je sais pas quoi. J'ai l'impression que ils ont un truc de pureté avec le pouvoir, tu vois, ils ont une phrase, les anarchistes, c'est le pouvoir, je sais plus quoi, on n'en veut pas parce que le pouvoir est maudit, je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est quoi ça, c'est quoi cette pensée mystique de ouf malade quoi. Enfin, le pouvoir il existe, il est efficient, on sait qu'il est là, et puis en fait il y a des manières d'exercer le pouvoir qui sont sans doute pas dégueulasses quoi. Non mais ça c'est plutôt les anards. Et puis en plus il faut encore une fois je trouve partir de la société. En fait souvent j'ai l'impression et on peut faire des reproches à quasiment toute la droite sur ça, le centre et certains courants de gauche, qu'il y a un défaut d'analyse matérielle et une projection un peu platonicienne pour le coup de moi j'aimerais bien que les choses soient comme ça, je pense que ce serait mieux. Ouais, mais on fait pas de la politique avec des idées sur. C'est un peu comme tu sais, les droitards, ils sont toujours là. Oui, les communistes et tout. Marx, son système, on peut pas l'appliquer, machin. Alors, ils ont pas compris qu'en fait, Marx n'a pas écrit un système à appliquer. Tu vois, il a donné des clés pour essayer de comprendre le monde. Tu vois. Et les mecs, ils sont tellement dans un truc eux parce qu'ils pensent qu'on veut appliquer un système. Ils pensent qu'on est comme eux parce que eux, c'est ça. Ils se disent il faudrait que les choses soient comme ci, comme ça. Faudrait que la taille des jupes des meufs ce soit cette taille-là. Il faudrait que. Donc eux, ils projettent un imaginaire et des idées sur le monde, mais nous, on fait pas ça, on ne doit pas faire ça parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner. Nous il faut qu'on comprenne les lignes de force, faut qu'on comprenne quel sujet est révolutionnaire, quel sujet est moins révolutionnaire, quel sujet se tâte, machin, et qu'on arrive à proposer une action militante et un programme qui soit réalisable, on va dire, dans les conditions données. Malheureusement il y a des choses qui sont pas réalisables, il y a des choses qui sont réalisables, il y a des choses qui peuvent être réalisables, pas maintenant, mais peut-être après, si on commence par un programme, des fois un peu moins bien, on va dire. Mais c'est pour ça que la France insoumise, ça peut être un pied dans la porte où au début c'est la France insoumise. Tac, on fait une constituante et puis en fait pendant la constituante on radicalise le truc. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Il y a une radicalisation à partir d'un processus qui était plutôt réformiste où quand tu commences à questionner les choses et que tu te rends compte qu'en fait s'il y a une inégalité et qu'on doit mettre les héritages à 12 millions maximum, tu vois, ça pose la question de l'héritage et les gens ils peuvent se dire mais pourquoi 12 millions en fait ça a pas de sens, tu vois, 12 millions. Tu peux réduire au fur et à mesure et là tu radicalises les choses. Enfin bref, faut partir de la situation réelle, d'un programme qui est entendable aujourd'hui pour aller chercher les sujets collectifs qu'on veut aller chercher et qu'on pense être progressiste et révolutionnaire, potentiellement révolutionnaire, et après coup on va pouvoir faire un truc. C'est pas eux ils prennent le chemin inverse, ils disent moi ce que j'aimerais ce serait qu'il n'y ait plus de flics, qu'il n'y ait plus d'état, machin, on va tout détruire.
Ouais, bah très bien, mais en fait vous allez rien faire et vous allez vous faire défoncer par les flics malheureusement. Alors encore une fois, je suis dur avec eux, c'est des bons camarades, en général c'est des gens qui se bougent au moins, qui vont aller sur les manifs, qui vont faire des trucs, qui sont prêts à t'aider, mais il faut se dire les choses aussi entre personnes de gauche. C'est délétère, je pense. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire grand chose, et aussi c'est une perte de force de gens par exemple qui comme toi qui aujourd'hui arrivent à une pensée, je pense, qui est plus intéressante et qui va te permettre de mieux militer. Bah t'as peut-être perdu 10 années de militantisme dans autre chose. Bon, c'est pas grave, mais tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être aussi des gens qui sont de bonne foi, qui ont de la force pour militer, et qui vont le faire dans un sens qui va mener à rien, à part à peut-être perdre un œil, quoi. Ouais, alors mais moi je pense que c'est ça la différence avec les autonomes un peu militants qui font que ça, c'est que moi j'étais quand même beaucoup plus nihiliste, hein. Moi j'allais dans les trucs, je participais, mais j'étais pas un élément moteur, voilà, moi j'organisais des concerts, je faisais la pute, je prenais de la coke, de l'héro, j'allais aux manifs parce qu'elles étaient organisées, mais j'ai jamais vraiment si j'étais actif, mais j'étais plus passager que conducteur, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, il y a des gens sincères hein, là-dedans, et il y a des gens qui essayent de penser les choses, mais il y a aussi je sais pas, il y a un truc quand même, tu vois, le niveau, l'âge moyen dans les milieux autonomes, c'est 20 ans, 30 ans, puis à 40, 50 ans, t'as il en reste 2-3. Alors, soit il y en a qui sont morts de la drogue, il y en a qui sont en tôle, il y en a qui sont ravagés par la parano à cause de l'antiterrorisme, il y en a d'autres, et la plupart des gens, après, ils lâchent l'affaire avec ça, parce que théoriquement, c'est pas solide. Bah, puis même dans la pratique, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué, et qui rejoint d'ailleurs, c'est marrant, parce que tu as un vécu de marginalisation. En fait, c'est ce type d'autonomie, c'est l'expression politique de la marginalisation, en fait. Tu vois, c'est à la marge de la politique, même aussi. Tu vois, je rejette les gens, moi je prends telle drogue un peu plus forte que les autres, moi je fais des trucs en dehors des valeurs morales de mon temps, et tout. Et puis en fait, c'est pareil au niveau de la politique, tu vois. Bah c'est ça, c'est détruire les normes, être iconoclaste, et en fait tu recrées une normalisation ghettoisée, quoi. Ça c'est un truc que j'ai toujours eu en critique notamment des gens de la French Theory, qui sont toujours là, oui, à vouloir un peu déconstruire les normes et tout. À se dire qu'au final, cette déconstruction des normes devient la nouvelle norme, tu vois, des fois. Et c'est intéressant de s'en rendre compte, c'est-à-dire que t'as plein de gens qui te disent ah non mais moi je suis différent, moi j'ai une identité propre, ouais, mais si tout le monde devient comme toi avec la même déconstruction, au final bah tu deviens juste une nouvelle norme, mais pas forcément de problème avec ça, mais va pas nous dire que c'est un truc où t'es le seul à faire ça, quoi. C'est clair. Mais d'ailleurs, pour faire un peu une analyse sociologique des gens de la French Theory, t'as quand même beaucoup de gens des milieux arty, beaucoup de gens des milieux un peu justement comme ça esthétisants, quoi. Donc ça révèle bien quelque chose du rapport entre leur classe et leurs opinions politiques, quoi. D'ailleurs, à propos de classe, ouais, tu disais, tu parlais des apélistes et tout, tu disais qu'ils étaient un peu bourgeois et tout ça, genre, je sais pas, mais je te crois. Mais le reste des autonomes, c'était quel niveau social, quelle classe sociale? Alors, je suis en train de faire l'état des lieux de. Bon, tu vois, si tu prends un des autonomes les plus connus, Julien Coupat. Voilà, fils de médecin, le mec il a dû faire les decks, après tu vois, donc c'est la haute bourgeoisie. Dans les derniers que j'ai fréquentés, je sais pas trop parce qu'ils étaient très ils cachaient vraiment beaucoup de choses. Il y avait quelques fils de prolo dedans, mais bon, ouais, quand même. Moi, je dirais il y a beaucoup de fils, soit des fils de la gauche sociale, un peu fils de profs, fils d'éduc, et puis après sinon de la très haute bourgeoisie, et quelques prolos paumés. Mais les prolos vont pas trop dans ces milieux parce qu'en fait, vu qu'ils ont des grosses refs, l'école de Francfort, situationnisme, Heidegger, Rainer Schurman, tout de la référence. On a pourquoi ils ont que des rêves d'extrême droite? C'est des auteurs mineurs. Pourquoi ils ont que des rêves d'extrême droite? Des fois, ils parlent vraiment de manière très réactionnaire. L'autre jour, je me rappelle, j'étais dans un squat, il y a 3-4 mois, et il y a une meuf, quand même, qui, pour se foutre, elle avait pété des canettes sur une place dans une ville, et il y avait des bouts de verre par terre, et quand même, il y a une punk à chien qui s'est plaint pour les coussinets de son chien, elle a quand même été dire un truc, moi, qui m'a marqué, j'ai rien dit, mais en fait, elle disait, ouais,
t'es punk à chien, qu'est-ce que tu veux revendiquer? Du confort, tu vois. Mais tu vois un peu le niveau Oh là 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 là, classe, c'est un truc de ces milieux, quoi. c'est un truc de zémoroïde, ça. Mais ouais, mais c'est comme ça sur plein de trucs, hein. Tu sais, ça sonne un peu comme t'es pute et tu te plains de t'être fait violer, tu sais. Ça sonne vraiment comme ça, tu sais. Non, mais ça sonne comme ça sonne, tu sais, t'es dans une situation qui est quand même une situation de précarité, où t'es plus sensible que les autres, et puis les gens viennent t'enfoncer en plus, quoi. Genre, si t'es punk à chien, t'as pas le droit d'être un peu tranquille, quoi. Mais ouais, de ouf. Et puis, enfin, voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça, quoi. Mais bon, ouais. Et donc, ouais, et ça, tu vois, je pense, c'est une lacune de pas comprendre c'est quoi les rapports sociaux, de pas comprendre c'est quoi les conditions de vie des gens, et puis, ouais, les inspirations théoriques, notamment le vitalisme, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est des milieux dans lesquels, bah après la gauche est beaucoup comme ça, à penser que la drogue c'est une aliénation, c'est tout. Mais par exemple là, j'étais pas très bien, il y a pas très avant de quitter tout ça. Il y en a pas un qui est venu me voir. Alors ils ont dû essayer de venir sonner une ou deux fois chez moi, tu vois. Mais tu vois, et vu qu'ils veulent pas avoir de téléphone, pas de machin, pas de truc, bah ils prennent pas contact avec toi. Et puis de toute façon, tu vois, ils étaient en train de dire à un pote à moi, ouais, fais gaffe qu'ils ne veulent pas, enfin, te fais pas avoir par lui, en mode, tu sais, j'allais lui voler des thunes ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, Ouais, d'accord. voilà. Il y a Anadruid qui dit après des timbrés, j'en ai vu aussi à la CGT, à la FI, au PC. Non, mais évidemment, hein, on n'est pas en train de dire que il y a que des tarés chez les autonomes et pas dans les autres groupes. Mais là, ce dont tu parlais, je trouve que c'était intéressant parce que c'était même au niveau des dynamiques générales. Et t'as même parlé de toi-même qui avait une haine des prolos, mais... alors que tu viens d'une famille d'ouvriers agricoles et que ça n'a pas de sens, tu vois, dans une perspective révolutionnaire d'agriculteur. Ouais, non, mais alors déjà, la folie, c'est pas ça. Moi, j'ai entendu des voix pendant 3 ans. La folie, c'est pas juste des gens qui disent des petites dingueries dans la rue comme ça, tu vois. Ça, c'est pas la folie pour moi. C'est pas des tarés, quoi. C'est juste, eux, ils parlent de forme de vie, tu vois. Ils ont des formes de vie bien à eux, quoi. Et en fait, le truc, c'est que. T'as entendu des voix pendant 3 ans parce que t'as une pathologie psy ou parce que tu prends des drogues? Ouais, non, ouais, à cause des drogues, beaucoup. Enfin, quand tu dors une nuit sur 4, que tu fais le tapin la nuit et que tu ouvres des squats et que, enfin, j'ai trop tiré sur la corde, quoi. D'accord. Et, bon, enfin bref, ouais, non, mais des autonomes, tu vois, il y en a dans le syndicat sud. Hein, il y a aussi des autonomes qui sont pas trop cons. Hein, enfin, puis mes potes je les considère, mes anciens potes, pas comme des gens cons. Hein, mais en fait, c'est que je me sens trop en décalage maintenant avec ces mondes. Ouais, tu t'es rangé, t'as trahi. Ah bah là, tu laisses tomber là. Déjà, en plus, tu sais, là, je suis en train de trahir parce que c'est des milieux très confidentiels. Par exemple, là, il y a un mec qui s'appelle Colin Robineau qui a écrit un livre de sociologie qui s'appelle Devenir révolutionnaire pour essayer de comprendre les révolutionnaires. Il a été travaillé sur une cantine autonome à Paris, je crois, Pyrénées. Et en fait, ils prennent ça comme une trahison, un affront, quoi. Ils ont un truc très foucalien de dire la production du savoir, c'est pour le pouvoir, c'est pour l'État, machin. Ce qui est vrai des fois, hein, je dis pas ça, mais c'est aussi leur rapport à l'objectivation. Pour eux, l'objectivation, c'est forcément une aliénation, c'est forcément... En fait, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que toi t'en es venu là, moi c'est aussi la démarche que j'essaie de porter, mais si tu veux, dans les années 50, 60, on a eu quand même un marxisme, marxisme surtout le PC, on va dire, qui a porté parfois un marxisme un peu trop orthodoxe, un peu Stahl, tout ça, même si c'est un peu chiant. Un peu chiant et un peu pas très ouvert. Je veux dire, ils ont quand même pas vu venir 68 et ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis au moment de 68 en voyant pas comment les dynamiques tournaient. Et donc on a eu aussi la montée des idéologues bourgeois, des constructeurs à la Foucault, Deleuze, Derrida, qui ont porté des critiques qui étaient des angles morts de certains marxistes de l'époque et de certains du PC de l'époque. Et donc en fait, les deux avaient un peu raison, c'est-à-dire que l'analyse marxiste restait l'analyse marxiste, mais c'est vrai qu'il y avait des angles morts à l'analyse un peu first class, un peu pas très subtil. Et du coup, eux, ils ont porté un discours qui était pas forcément faux sur certains points. Les critiques de Foucault, des fois, sont intéressantes. Il met le doigt sur un truc. Par contre, il part dans le sens totalement inverse et dans une espèce de surindividualisme, dans un truc très très libéral. Il finira néolibéral quand même, Foucault. C'est assez étonnant, tu vois. Et aujourd'hui,
nous, on est en train de redécouvrir un marxisme un peu plus hétérodoxe, avec des gens notamment portés par Lukács, notamment portés par les relectures de Marx, du Marx philosophe, de je sais pas, Lucien Sèvres, Henri Lefebvre, tout ça, quoi. Et ça dépasse tout ça, tu vois. Enfin, ça dépasse le marxisme orthodoxe un peu bas du front. Et puis ça comprend déjà avant l'heure les critiques qu'a fait Foucault et tout ça, quoi. C'est ton deuxième portable, c'est ton portable de TDS qui sonne? Non, je sais pas, c'est d'ailleurs, moi je suis à la retraite, mec. Non, mais du coup, ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai l'impression que aujourd'hui on est en train de découvrir un marxisme qui met une vitesse à la fois à la French Theory, parce qu'on comprend en fait que y a des structurations, des articulations un peu complexes, et qu'on faut pas être first class bas du front, quoi. Et à la fois, on garde la force du marxisme, qui était aussi d'arriver à avoir des dynamiques sociales telles qu'elle l'a vu avec, je pense à Lénine, hein, tu vois, par exemple, mais ou les analyses de Marx, même au 19e siècle. Donc voilà, je trouve que on est en train en fait de dépasser tout ça, et c'est intéressant. On doit s'investir là-dedans, et c'est pour ça même pour faire vraiment par rapport à là on est sur Twitch. Quand je vois Wissam qui intègre la Zawa Approach, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que tu vois, Wissam, c'est un mec qui est d'inspiration léniniste, maoïste, tout ça, donc qui a une analyse un peu plus marxiste que Dany, Rask, Cassandre, qui vont être plus des enfants de la French Theory, de Foucault, comment il s'appelle, de Nietzsche et tout ça. Et ben je trouve que ce serait pas mal qui se marxise un petit peu, tu vois. Et je pense que Wissam va peut-être être capable de leur apporter ça, même si de toute façon il parlait depuis longtemps, et je pense que il y avait ce côté-là, quoi. Mais ouais, il fait de l'entrisme, Wissam, je pense. Ouais. On a envoyé Wissam le léninisé la Zawa Prod. Yes. Non, mais oui, par exemple, des choses toutes connes. Tu vois, les Deleuziens se branlent sur le devenir chez Deleuze. En fait, chez Marx, il y a un devenir aussi, il est historique. Et voilà, il y a plein de notions comme ça. Et en fait, la force du marxisme, c'est d'allier théorie et pratique. Quand tu es dans les Deleuze, les Foucault, les Derrida, le postmodernisme derridien qui dit qu'en fait il n'y a pas de vérité hors texte, que tout joue dans le texte. Mais en fait c'est normal que tu sois complètement déconnecté de la réalité, et que tu puisses pas appliquer une politique qui soit pas flinguée, ou que tu puisses même pas faire de politique. Le marxisme, sa force, c'est que dans la vie de tous les jours, tu peux te poser des questions par la base de ta philosophie. Ouais, il y a Ashtaka qui dit un truc, je pense que tu vas pouvoir répondre, t'as l'air d'être chaud théoriquement, camarade, Ashkata qui dit les postmos sont arrivés et critiquaient plus le communisme et le léninisme que le marxisme. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation? Alors ça dépend parce que par exemple quand tu vois que Foucault et Badiou ont failli se taper à coups de barre de fer, je sais pas, parce que non, par exemple, différence et répétition de Deleuze, c'est contre l'ontologie marxiste. C'est il y a quand même une alors attends, c'était quoi? Ils se battaient plus contre les marxistes ou les communistes? Ashtaka disait que ils se battaient plus contre les léninistes et contre les communistes que contre le marxisme. Moi je trouve qu'ils se battaient aussi contre le marxisme, mais tu vois, notamment quand ils rejettent la dialectique. Mais même je veux dire, Althusser, tout ça, c'est relativement c'est un marxisme qui est très peu marxiste, hein, quand même, hein. Et puis on peut faire une objection. Rancière, par exemple, toute sa carrière est basée sur une critique du marxisme, mais pas vraiment du communisme. Rancière, en fait, il trahit Althusser. Il développe une pensée qui est celle où lui, en fait, il critique le truc de l'analyse phénomène-essence. Beaucoup, il pense que les choses sont un peu données. Tu vois, Rancière, il fait confiance quand il critique Marx dans les philosophes et ses pauvres. Il essaye de montrer aussi que la classe intellectuelle, le marxisme est un intellectualisme, un élitisme, tout ça. Après, par exemple, quand on regarde l'abécédaire de Deleuze, il y a des passages très très beaux où Deleuze, Claire Pazet dit alors toi t'as pas été au Parti communiste? Il a fait ah oui, tous mes potes ils y ont été. Et Deleuze en bon intellectuel, rat de bibliothèque, dit
à l'époque, les communistes, ils faisaient signer l'appel de Stockholm, ils auraient mieux fait de finir leur thèse en histoire, ça aurait plus aidé le parti communiste, tu vois. Donc c'est le côté un peu cool de Deleuze. Après, c'est vrai que c'était tous des gauchistes hein, quand même, mais ouais, je sais pas. L'observation, elle est intéressante, la proposition, elle est intéressante, mais ça, par exemple, non, mais il y a un truc aussi quand même. Hein, il y a une thèse qui a été sortie là à Paris 8 qui montre que en fait tous ces gars-là, ils ont été biberonnés à l'hégélianisme, mais en fait la première chose qu'ils font quand ils commencent leur carrière, c'est de trahir l'hégélianisme. C'est surtout ça, tu vois. Oui, ils ont été biberonnés à Jean Hippolyte, comment il s'appelle, Coiré, Villemain, Canguilhem. Et voilà, c'est une très belle thèse. Hein. Il paraît qu'elle est vraiment, vraiment bien à lire. Faudrait que je retrouve la ref, mais je sais plus. Mais voilà, ouais. Donc c'est aussi quand même des guerres pour parler un peu en mode populiste, même si j'aime pas le terme, c'est des guerres d'élite, quoi. Des petits normaliens qui trahissent le maître, vas-y, machin, bordel. Faut qu'on fasse des pensées qui se retrouvent dans des bibliothèques quand on sera mort, quoi. Tu vois, c'est de la pensée de la postérité, quoi. Ouais, mais il y a aussi, il y a pas que ça. Là, t'as les enjeux qui sont un peu de bureaucratie, d'expérience personnelle. Ok, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que quand ces mecs-là arrivent en tant que dominants intellectuellement dans l'université, qui commencent à avoir des chaires, qui commencent à se retrouver en haut de l'échelle universitaire, Collège de France pour Foucault. Ouais, quel est leur intérêt à la révolution, tu vois? Ils se retrouvent dans un truc où c'est toujours de la discussion sur le discours, ou de la discussion sur des formes de pouvoir, mais de manière un petit peu anhistorique, où on croirait que de toute façon il y a toujours eu ces formes de pouvoir, tu vois, et qu'on va pas en sortir. Ils sont pas dans une pensée de la transformation pour le coup. C'est pas des intellectuels organiques de classe révolutionnaire, tu vois. C'est plutôt des universitaires qui se posent et que des analyses qui sont parfois intéressantes, mais qui restent assez statiques, je trouve. C'est des analyses assez statiques, ouais. Non, mais en plus, ouais, c'est carrément ça. Mais si tu regardes, par exemple, alors ça va être le petit moment complotiste, mais les notes de la CIA sur les œuvres de philo, ils encensent les Deleuze, les Butler parce que c'est pas du tout dangereux. Mais par contre, les pensées marxistes sont toujours considérées comme très dangereuses. Tu regardes la carrière de Lucien Sèvre, qui est quand même un bon philosophe, il s'est fait défoncer, il a jamais pu faire carrière à cause du marxisme. Et voilà. Ou encore des Deleuze qui pour lui, la minorité, c'est un segment de la population subversif. Le devenir révolutionnaire, il est subversif chez Deleuze. Et c'est la minorité. Ouais, je sais pas, ouais. Il y a Cathédrale Osseuse qui dit déjà Foucault pense le pouvoir à l'échelle individuelle, et donc il n'y a pas de pensée politique. Mais c'est vrai que c'est aussi des gens qui pensent à partir de l'individu. Et il y a vraiment cette espèce de ping-pong. Ah, je suis pas d'accord. Pas tout le temps, justement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de ping-pong entre Sartre, qui va penser à partir de l'individu, puis après les structuralistes qui vont penser à partir de la structure où l'individu ne peut plus rien faire, mais qui vont quand même repenser l'individu, tu vois. Genre, en fait, ils ont pas le sujet collectif. Ils ont pas le sujet collectif, ils sont là, soit t'as un individu et il y a des rapports entre individus, et du coup tu comprends plus les transformations historiques, ou alors t'as l'impression que les transformations historiques viennent de choix individuels comme ça, on sait pas trop comment, soit tu penses la structure, et du coup pour le coup la structure elle est fixe, et t'as du mal à expliquer l'évolution. C'est de la micropolitique, d'ailleurs c'est les termes qu'il utilise, Deleuze. Par rapport, Guattari va en Italie, il identifie le microfascisme et il dit qu'il faut faire de la micropolitique, quoi. Il a fait ça, Guattari? Ouais, bien sûr, Radio Alice, tout ça, le microfascisme, micropolitique, tout ça. Et après, tu vois, les queers comme Sam Boursier en ont fait des chevaux de bataille, hein, queer théorie, tous ces trucs-là. On est dans le manque de distinction entre éthique et politique pour moi. Moi, ce qui me tue là, c'est on est en train d'avoir une discussion qui est extrêmement intéressante. Et je me dis, quand on voit ton parcours de marginalité, le fait que t'adores les tatouages et tout, toi, si tu croises des bourgeois, ils doivent te regarder de haut en mode eux, ils ont la culture légitime, alors que t'as 10 fois plus de culture, je pense, que sur ces plans-là, quoi. Non, mais c'est marrant quand même.
Bien sûr, ouais, bah tu vois, cet été, je me suis retrouvé à bouffer avec des médecins, tout ça, je les ai poutrés, quoi. Commence à me parler de Foucault, je leur dis, mais Foucault, en plus, tu vois, j'avais aiguisé mes armes en écoutant Position Revue, je repensais à la contingence pure dans l'épistémé, tu vois, l'autre il va chercher chez Bob, espèce de linguiste sorti de je sais pas où, donc tu leur sors ça, et oui, effectivement, en fait, eux, tu leur demandes c'est quoi pour eux, ouais, c'est vrai, mais en fait, je pense, c'est aussi c'est un truc très Ouais. fort chez moi que de pas vouloir me laisser faire par ces gens-là. Moi, je veux pas me laisser faire par la bourgeoisie, quoi. Je suis pas une victime de la bourgeoisie. Je suis pas Nono, le prolo toxico miskin qui a besoin qu'on lui donne de la méthadone et puis un emploi un emploi de réintégration, je sais pas quoi. Qu'ils aillent se faire enculer. Moi, j'ai pas besoin d'eux pour ça, quoi. Ouais, putain, en vrai, tu régales, hein. Tu régales, non, mais c'est. Enfin, non, mais en vrai, j'ai l'impression d'être un influenceur de motivation, mais c'est inspirant, tu vois, ton parcours quand même d'arriver. T'as une enfance difficile, tout ça, et t'arrives et t'es pas une victime, tu vois, et tu poutres des mecs qui souvent en plus, enfin moi je les connais ces gens-là, tu vois, c'est des gars, ils ont entendu parler de Foucault 2 fois, ils savent que Foucault il critique les prisons, ils ont rien lu, ils en savent rien, et du coup ils commencent à parler de ça en mode ils ont la culture légitime, et le problème c'est que dans 95% des cas ça marche parce que les gens ferment leur gueule et parce que les gens ne connaissent pas, tu vois, et les gens se disent ah ouais, ils ont de la culture les bourgeois machin et tout, et en fait quand t'as un peu lu tu te rends compte que c'est full merde leur truc, que c'est que du bluff, quoi. Bien sûr, il y a un très bon article dans Frustration là-dessus sur la culture des bourgeois et le fait que nous qui sommes des classes populaires ou même des qui sont quand on n'est pas leurs alliés parce qu'il y a des bourgeois qui sont pas leurs alliés aussi, hein. Et ben en fait ce qu'ils font c'est qu'ils t'humilient. Ils veulent te faire rougir, ces bâtards. Ah ouais, Et c'est en ça. fait moi j'aime beaucoup ça chez Mélenchon, c'est que ce qu'il vient poser dans le game médiatique et tout, et il le théorise d'ailleurs, il le dit, c'est les classes populaires, elles se laissent pas faire. Arrêtez de croire ça. Position, l'autre jour, il parlait de comment est-ce que ça parle de politique dans les familles, quoi. Et bah oui, c'est vrai, on dit pas oui, alors je pense que ton avis sur la modalité de subjectivation chez Foucault, il manque un rapport à la piste. Non, on dit les termes et on se laisse pas faire par ces connes. Et on sait. Et moi, s'il y a des gens des classes populaires qui sont là sur le chat, faut vous dire, en fait. Les éléments de langage de la bourgeoisie, c'est de la branlette. En fait, faites les socratiques, posez-leur des questions, demandez-leur de définir les termes. Vous allez les faire chier dans leur froc. Ah bah c'est sûr, parce qu'en plus de ça, enfin, parler, tu vois, de Foucault de manière claire et nette et tout, c'est pas du tout évident, tu vois, c'est des gens qui ont écrit de manière à pas se faire comprendre. Il y avait un concours de beats entre Lacan, entre tous ces mecs-là et tout, pour essayer d'avoir les phrases les plus alambiquées. Donc à part si les mecs vraiment maîtrisent leur sujet, mais tu le vois très vite, s'ils maîtrisent leur sujet, la plupart ils maîtrisent pas du tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, bon, pour faire un peu l'avocat du diable, le marxisme a aussi son exégète, a aussi sa marxologie. On rentre pas dans le marxisme comme dans du beurre, quoi. Il y a aussi des auteurs, je pense à Labica par exemple, Kluskar qui est difficile, Lukács peut l'être aussi. Tu vois, il y a le marxisme, c'est compliqué, mais il y a une concrétisation qui est possible bien plus facilement. Deleuze, Derrida, je suis désolé, mais Derrida, la grammatologie là, je sais pas, moi, j'ai jamais rien compris à son truc. Jamais j'ai pu comprendre ce qu'il a dit. J'ai jamais compris. Ouais, non mais c'est délirant. Mais en plus, voilà le truc qui me casse les couilles avec ces gars-là et qui fait que je les lis peu, c'est que en plus de ça, t'en tires rien de concret, tu vois. Enfin, Foucault, c'est le roi pour répondre à des, tu sais, pour mettre la cerise sur le gâteau d'un combat qui est déjà fait depuis 100 ans, tu sais. Ou tu sais, il va te parler, il va critiquer la religion, machin. Nietzsche, il faisait ça aussi. Ouais, enfin, je veux dire, c'est trop tard, tu vois. Il va critiquer des systèmes de domination et tout, tu vois, qui sont déjà au bord du gouffre quand il les critique, tu vois. Et je trouve que c'est le panopticon, mec. Qu'est-ce que tu viens faire chier avec le panopticon dans les années 70 il y a les prisons de la santé et tout. Ça fait longtemps qu'on surveille plus les gens avec des panopticons, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Le truc de dire caméra panopticon, ouais, t'as raison. Il est en retard. Bah, c'est-à-dire quoi, il dit des trucs qui peuvent avoir un intérêt, mais en réalité, la plupart des gens le savent. Ou à la limite, je préférais, tu vois, sur l'antipsychiatrie, des trucs comme ça, bah, je préfère avoir des mecs qui font du concret, tu vois.
Je préfère un Tony Lenné, un gars comme ça qui va dédier sa vie à ça, qu'un type qui arrive de l'extérieur, qui refait l'histoire des idées et qui dit qu'en fait, voilà, depuis très longtemps, depuis Descartes, tu vois, enfin, c'est un travail quand même full universitaire et très peu concret, quoi. Comment ça s'utilise, c'est la question, tu vois. Comment est-ce que ça s'utilise, ça? Moi, je sais pas utiliser Foucault pour ma pratique militante, tu vois. Je sais pas ce que j'en fais, alors que Lukács ou Marx ou je sais pas, ou Kluskar ou Goleman, ils t'apprennent des trucs qui te fait voir les rapports sociaux de manière un peu différente et qui te fait t'adapter de manière un peu différente, tu vois. Par exemple, le truc de quand t'as bien lu Kluskar, ce que très peu ont fait, je pense, bah tu te rends compte, il dit clairement, voilà, le libéralisme libertaire va dominer et ça va aboutir au néofascisme. Boum, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Alors il aurait pu te planter, tu vois, mais pour le coup, c'est ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, tu vois. Il dit il y a un risque néofasciste à la fin par rejet du libéralisme libertaire et par le fait qu'il y aura une crise et donc les libéraux libertaires, les bourgeois, ils vont devoir serrer la vis et ils vont serrer la vis contre les classes populaires et la consommation, elle se fera à l'encontre des classes populaires qui produisent, tu vois. Bah quand t'as vu ça, tu vois les choses un peu à l'avance et t'arrives à comprendre ce qui se passe et à te positionner et à ne pas tomber dans des mecs qui ont très très mal lu Kluskar comme Chéniaud, qui vont se dire ah ouais mais faut continuer à lutter contre Sandrine Rousseau parce que c'est une libérale libertaire, tu vois. En fait tu vois que le risque il est pas là aujourd'hui. Non mais c'est vrai, si t'as bien compris le truc, tu arrives à te positionner. Bien sûr, ouais, mais je pense que c'est la différence entre l'idéologie qui justifie le réel par les idées, mais qui en fait c'est une justification que ta propre conscience s'impose, et après ce que Lukács appelle la pensée plutôt scientifique, tu vois, c'est que bah en fait tu peux utiliser Foucault tu peux mettre les lunettes de Foucault pour voir le monde, mais par contre, tu peux pas voir le monde à partir du monde. Tu peux pas le voir avec des penseurs aussi flingués. Mais après, moi, je connais pas Kluskar. C'est très compliqué, Kluskar. Moi, j'ai la production de l'individu à lire. Putain, faut s'accrocher. Hein. Waouh. Ouais, après la production d'individus c'est très particulier, tu sais, c'est le milieu de sa grande thèse, la lettre et le code, c'est la deuxième partie, et c'est sur justement le développement de l'individu à partir de son enfance et tout, donc c'est intéressant, mais c'est plus si tu t'intéresses à la... Enfin, moi j'aime bien pour le coup, parce que je m'intéresse à la psychologie du développement, un truc comme ça, tu vois, mais c'est pas forcément ce que je te conseille de lire, tu vois, alors que les deux autres parties de sa thèse, c'est génial, hein, c'est vraiment très très intéressant, même si au début il part dans un délire. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué par rapport au thème là qu'on aborde, on sort un peu de notre terme, mais au début il part dans un délire où il fait il crée un modèle mathématique de l'histoire, il essaie de formaliser ça à partir d'un livre de Badiou. C'est imbouffable. Enfin vraiment, mais ouais, tu sais, genre tu sais, à partir de la théorie des ensembles ou je sais pas quoi, tu comprends rien et tout, enfin les trucs de Badiou de toute façon c'est imbouffable. Badiou fils ou Badiou père, parce que le père de Badiou c'est un agrégé de maths. C'est Alain Badiou, hein. Je pense que c'est Alain Badiou, ouais. Je crois pas que ce soit le père. Hein. Je savais pas qu'il avait un père connu, Badiou. C'est de là qu'il utilise les maths, mais je pense que c'est son livre sur le sujet qui est sorti en 81 ou 88, je sais plus. Mais non, parce que la thèse de Kluskar c'est 1970, un truc comme ça. Ah ouais, putain, ouais, je sais pas. Ouais, mais de toute façon, Badiou, moi, je lis pas l'exégète badiousienne, j'y arrive pas. Et Badiou, Mélassiou, le matérialisme spéculatif, j'ai trouvé un contradicteur, Michel Bitbol, qui m'a convaincu que c'était pas sérieux. Mais si tu veux, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit ça l'autre jour, c'est que aussi moi dans mon mépris de la culture populaire et notamment du marxisme, je pensais que Marx c'était simple aussi. C'est pour ça que je m'étais pas rapproché de Marx. Ah oui, tu m'avais dit ça. Préjugé de merde. Ah oui, tu voulais pas lire Marx parce que c'était trop simple. Ouais, moi je pensais que Marx, la dialectique, c'était en gros le bourgeois contre le prolétaire, et puis voilà. Et puis ça c'est l'histoire, et puis Marx il veut casser ça. Voilà. Moi j'étais dans ce mode-là. Ouais. Ah l'enfer, ouais, t'avais une compréhension de droit tardé du truc. Ouais, c'est ça, je pense. Et voilà, depuis je me rends compte de ma connerie, hein, mais ouais, tu vois, je pense que c'est ça le truc, c'est que en fait, c'est tout un imaginaire qui est contre le réel. En fait, le réel, il est de notre côté, mais il y a tout un imaginaire qui s'est construit avec l'anticommunisme, tout ça, et en fait le contre-feu de la bourgeoisie, c'est notamment Foucault, c'est notamment la French Theory
qui vient justement flinguer la culture populaire, tout ça, quoi. Ouais, il vient flinguer, et je reviens à Kluskar parce il analyse vraiment beaucoup cette époque, et dès le début il se rend compte en fait que c'est que c'était un peu des faux révolutionnaires, tu vois, que c'était que ça reste de la pensée basée sur l'individualisme, de la pensée bourgeoise, quoi, la French Theory. Et c'est assez intéressant parce qu'il développe un concept qui est un peu trop qui est un peu trop comment ça s'appelle, qui a un nom un peu chelou, qui s'appelle le néocantisme. C'est un peu trop, enfin je trouve que le nom n'est pas forcément le mieux trouvé, même si lui il montre une généalogie à partir de Kant et d'un trahissement de la pensée de Kant, machin, et il montre en fait que la pensée de la bourgeoisie réactionnaire, donc de l'extrême droite, et la pensée de la bourgeoisie progressiste, donc les libéraux libertaires, qui s'appellent libéraux libertaires, il dit qu'en fait c'est basé sur la même chose, c'est-à-dire sur deux appels. Il dit soit les mecs appellent à la nature, c'est-à-dire par exemple la France c'est une construction sociale, donc ça vaut rien parce qu'en fait c'est pas tu vois, c'est pas antéprédicatif, c'est pas avant l'histoire, tu vois, il dit ça. Soit ils font des appels aux signifiants, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de redéfinir des signifiants comme si on allait tu vois, trouver la vérité juste dans le formel et dans les signifiants, tu vois. Et il dit en gros que la pensée bourgeoise individuelle s'enferme soit dans des appels à la nature, soit dans le truc des signifiants là. Et donc il montre qu'il y a une unité de pensée entre ces libéraux libertaires là et les libéraux réactionnaires, et c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il y a une, si tu veux, une malléabilité qui fait que tu vas pouvoir réutiliser des auteurs réactionnaires comme Heidegger dans des périodes progressistes, avec des relectures progressistes d'Heidegger, parce qu'en fait tu gardes un peu le même socle de base, mais après quand tu te retrouves dans une période de crise, tu vas pouvoir avoir une relecture par exemple d'un auteur un peu plus bourgeois progressiste, d'avoir une relecture je sais pas réactionnaire. Par exemple Nietzsche c'est le bon truc, tu vois. Tu peux avoir une lecture de Nietzsche progressiste puis une lecture réactionnaire sans trop trahir tes présupposés, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'il ait vu cette unité là, quoi. C'est cette unité entre les deux camps libéraux individualistes et du fait que ça peut mener au fascisme, tu vois, alors que dès que tu commences à penser le devenir, dès que tu commences à être marxiste, à penser plus des sujets interindividuels, des choses plus larges que l'individu, tu sors de ça en fait. Mais ouais, une ontologie historique aussi, parce que le gros problème d'Heidegger, c'est que son ontologie, elle est ahistorique. Bien sûr. C'est une ontologie qui plane dans le ciel. Et alors que chez Lukács, je connais pas très bien l'ontologie de Lukács, mais j'ai l'impression que voilà, il se base beaucoup plus sur quelque chose d'historique. Et puis même chez Marx, l'ontologie de Marx, elle est historique. Et je pense que c'est clair. Mais tu vois, chez Heidegger, ça a beaucoup fonctionné, ça, dans les milieux universitaires français. Hein. Même chez les gauchistes, ils ont beaucoup pensé, même Balibar, je crois qu'il a utilisé Heidegger à un moment. Ça c'est assez délirant, hein. Enfin, de pas voir le problème en fait, à ce que à un moment donné, toute la gauche anti-marxiste, bon, le Balibar il est pas anti-marxiste, mais se revendique d'un penseur qui a été le penseur du nazisme, tu vois. Enfin, les sous-bassements philosophiques de la période nazie se trouvent chez ce mec-là. Et les gars se disent, il n'y a pas de problème, c'est normal, en fait. Tous les gars de gauche anti-marxistes qui sont censés, tu sais, ils se plaçaient à gauche du Parti communiste, ils se la jouaient ultra-gauchiste et tout, en fait, ils se revendiquent de ces principes-là. C'est quand même étonnant, quoi. C'est clair. Surtout que quand même, en fait, il y a un livre que j'aimerais beaucoup lire de Bourdieu, c'est l'ontologie politique d'Heidegger. Et parce qu'il arrive à révéler ce qu'il y a de problématique et de conservateur chez Heidegger. Et c'est quand même dingue que ce livre-là de Bourdieu soit jamais cité, jamais utilisé, on n'en entend jamais parler. Alors que, après, la connerie de Bourdieu, c'est que lui, il a pensé qu'il fallait faire traduire Ernst Cassirer pour contrer les Heideggeriens, alors que des mecs comme Strauss ou tout ça qualifiaient Cassirer de nain par rapport à Heidegger. Donc je pense que sa pensée vaut pas le coup, mais c'est fou, quoi, parce que je pense que je connais pas le livre. Si j'aimerais bien connaître quelqu'un qui connaît un peu ce livre, mais apparemment Bourdieu décortique l'ontologie et révèle comment la politique est conservatrice, réactionnaire chez Heidegger, et ça doit être vraiment intéressant. Ouais, ça doit être cool. Ouais. Est-ce que t'as pas développé une addiction au livre ?
Si, surtout qu'avec les pratiques autonomes, j'en ai volé beaucoup. Je me faisais des vestes pour les foutre dans mes poches. Et alors c'est intéressant parce que tu vois, en fait, je pense que notamment le fait que je sois pas un légume aujourd'hui en ayant injecté énormément de drogue, c'est parce que je suis resté actif et que j'ai quand même eu quelque chose, un sens par rapport à la lecture. Et en fait, ce qui fonctionne quand même bien pour moi, c'est justement là, je t'avais dit ça aussi un coup, avant mon objet de désir c'était la drogue, enfin les drogues, la cocaïne et l'héroïne. Et en fait ce que j'ai fait c'est que à 30 ans j'ai eu des problèmes de justice et j'ai fait une cure. Et depuis j'ai repris mes études en philosophie, en sociologie, j'aide des gens qui ont des problèmes d'addiction maintenant, c'est mon taf. Et en fait maintenant mon objet de désir c'est les sciences humaines et sociales. C'est ma vie, c'est le concret aussi. Et en fait, derrière cet objet de désir, il y a toujours en filigrane les drogues, mais c'est un objet d'étude. Mais tu m'avais pas dit d'ailleurs que que tu t'en étais sorti un peu de tout ça à cause d'un truc de justice. Ouais, si, c'est en fait, moi j'ai fait 5 mois de prison pour bagarre. Et en fait, ça m'a pas mal marqué. Et ça va être un peu bizarre de dire ça, mais moi la prison ça m'a foutu un putain d'électrochoc. Et même si c'était de la merde, là, c'est horrible. Franchement, les gens qui pensent que parce qu'il y a la télé en prison, on se la coule douce, c'est plutôt une torture la télé, parce que quand t'es dans 7 mètres carrés avec un mec et que tu regardes Hanouna et que t'as que 1 heure de sortie, et ben je peux t'assurer que la télé c'est plutôt une cause d'embrouille qu'une cause de bien-être. Oh quel enfer, putain, t'es dans 7 mètres carrés, tu regardes Hanouna avec un mec que tu connais pas. Putain, moi mon dernier co-détenu, le matin il regardait les dessins animés. Hein. Il pensait qu'on devait aller tout nu à la douche, il savait pas écrire et tout, hein. Tu vois vraiment la misère là-bas. Hein. Et putain, ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Puis tu sais, les matons avant que tu te barres, moi le maton il m'a quand même dit tu reviens bientôt. Fils de pute, vache, j'avais envie de lui en mettre une. Bon, je l'ai pas fait, hein, parce que je serais retourné direct au trou. Mais quand on dit ouais, les matons font un travail formidable et tout, franchement, il y a beaucoup de connards d'extrême droite là-dedans. Ouais, mais du coup, t'es en train de dire que la justice punitive t'a sauvé. Eh ben en fait c'est quand même plus compliqué que ça, et je pense que j'ai des croyances de gauchistes qui me refusent à penser ça. Il faut refuser de penser ça, mais effectivement en fait ça m'a quand même ça m'a mis un coup, et en sortant j'ai pris les devants pour aller en cure. Je suis rentré dans des institutions de soins, et à partir de là T'avais une ordonnance de soins ou pas? Injonction de soins? Une injonction de soins, oui, désolé. Alors dans le jugement, oui, il y avait des obligations de soins, ouais, mais pas injonction, ouais, juste obligation. Et après, tu sais, c'est une vaste blague parce que le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ils sont tellement en sous-effectif. Et là, tu passes de l'autre côté de la barricade. Hein. La justice, c'est pas. Le truc de la prison, c'est que c'est un mélange bizarre entre l'idéologie de l'institution policière et l'idéologie de la justice. Donc la justice est plutôt à gauche, mais la police est plutôt très à droite. Et donc tu te retrouves avec le SPIP, et donc c'est un terrain de tension parce que le service de probation, c'est ceux qui te suivent quand tu sors, et eux ils ont pas de thunes, ils peuvent pas recevoir les gens correctement et tout, donc bon, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Surtout un mec comme moi, tu vois, moi j'ai pas fait des dingueries, donc ils m'ont plutôt foutu la paix, quoi. Ouais, okay. Après, je crois que c'est connu, hein, que les courtes peines, ça permet souvent, enfin ça marche mieux que les longues peines, je crois, et ça me choque pas. Tu vois, t'as passé 5 mois, c'est pas très long, ça t'a peut-être fait changer un truc dans ta structure mentale aussi, te dire que tu pouvais tomber très très bas, et ça peut marcher avec des gens, quoi. C'est pas choquant, hein. Ouais, c'est ça. Après, moi ce que je remets en question, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens en prison, tu vois, même les tafs qu'on leur donne, tu sais, t'es payé 1 ou 2 euros de l'heure, hein, t'es pas payé au SMIC, t'es privé de tes droits, en fait, t'as pas le droit de grève, t'as le droit de rien, quoi. Pour travailler, tu dois galérer, puis c'est des tafs d'abrutis, quoi. C'est vraiment faire des pochettes surprises, compter des clous pour mettre dans une boîte,
tu vois, plier des dossiers, des trucs comme ça. Hein. Et en fait, il y a quand même des entreprises qui se font un fric fou sur ça, quoi. D'accord, d'accord. Mais j'étais pas au courant de ça. Je savais qu'aux États-Unis ça existait, mais je savais pas que tu pouvais être forcé de bosser en prison en France. Ah non, 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 les mecs demandent tous pour le boulot, hein, le sport, le boulot, tout le monde veut aller bosser, mais il n'y a pas assez de place, tu vois. Pareil, les gens, ils disent, ils ont faut la demander, console pour avoir... Et ouais, faut demander. Pour avoir une console en prison, ça met 3 ans, wesh. Et c'est super limité, quoi. Donc, pourtant, j'ai vu sur je crois que je vais pas te croire parce que j'ai vu sur le Twitter de Damien Rieu qu'en prison, tout le monde avait console, un 60 mètres carrés avec piscine, et puis que c'était un peu de la branlette. Ouais, bah j'invite Damien Rieu à venir boire un café avec moi et je vais lui expliquer la vie. Bon, on fera passer l'invitation. Ok, donc après tu sors de tôle et puis tu trouves un taf, ouais, dans un truc d'addicto. C'est ça? Quand je sors de tôle, déjà je me soigne, ça prend bien 2 ans parce qu'avec tout ce que je me suis mis dans la gueule, il y avait pas mal de trucs à régler. 2 ans, d'accord, oui, voilà, ça a pris du temps quand même. Ouais, j'ai passé 1 an en cure, 1 an en appartement thérapeutique et en fait, quand j'étais en appartement thérapeutique, je me suis inscrit à la fac. Et après, bah voilà, en fait parce que moi j'ai fait beaucoup de philo dans ma vie, mais ça se voit. tout seul dans mon coin. Et tout seul dans mon coin et j'avais envie et quand j'entendais des voix, les voix me disaient que j'étais un con et que tout ce que je lisais, je comprenais rien et que j'étais bête et tout ça. Et donc j'avais envie de me tester académiquement et puis aussi parce que ça m'intéressait. Donc je suis rentré à la fac et là je rentre en 3e année de licence. Et après je vais faire un master, une thèse. Et voilà. Et le mec entend des voix et du coup il finit par faire une thèse de l'espace et tout, c'est classe. Ah ouais. Putain. Ah, ça fait une thèse. La thèse on n'y est pas encore. Et puis en fait surtout tu vois c'est ça je pense que qui m'intéresse moi, c'est que bon bah avec la vie que j'ai eue en fait peut-être des fois je peux avoir un point de vue un peu sur ce qui se raconte dans les facs ou dire des choses peut-être qui seront intéressantes, tu vois. Je dis pas que je vais faire des dingueries, mais je pense que je peux avoir un point de vue des fois qui m'aide à élaborer et en fait je suis quand même très content de pas être mort aussi. Parce que tu vois, il y a encore 3 mois, j'ai sauvé un pote d'une overdose, ça fait bizarre quoi. Tu sais, quand t'es en train de faire un massage cardiaque à un pote, donc j'ai une vie j'ai pas eu une vie facile, mais je suis content de m'en être sorti. Hein. Je dis pas, en fait, faut pas croire que cette vie-là, en fait, elle est sexy, quoi. Elle est violente, elle est difficile. Ça peut être, il y a peut-être des gens des fois qui se disent, waouh, c'est un truc de ouf d'être punk, de faire des concerts, de vivre en squat, d'être dans les manifs en mode déter, tout ça. En vrai, c'est beaucoup de galères. Hein. C'est vraiment beaucoup de galères. Voilà quoi. Ouais. Mais t'as passé 2 ans en cure et là maintenant, ouais, t'as chopé un taf en addicto à côté de tes études, quoi. Ouais, parce que ça m'a fait un peu chier quand même à la fac. Ah oui, bah tu te faisais un peu chier parce que t'as un gros niveau de philo et t'es en licence, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en fait, c'est aussi parce que ça va être mon terrain de recherche. Donc, je vais travailler j'aimerais bien travailler sur les trajectoires de vie après les soins. J'aimerais bien travailler sur la place de ceux qu'on appelle marginaux, déviants dans les villes, dans l'espace public. J'aimerais bien travailler en fait, qu'est-ce que ça veut dire une époque, notamment, tu vois, ce que l'anthropologie structurale nous montre qu'un des invariants, c'est l'interdit de l'inceste, et on est dans une société où ça devient quasiment la norme. Et en fait, les addictions révèlent une pathologie qu'on médicalise, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que les addictions, ça révèle quelque chose de notre époque, tout comme les psychotraumas, tout comme toutes ces choses-là. Et une des critiques que je ferais, par exemple, à la gauche morale, c'est toujours de subjectiver les situations, tu vois. Par exemple, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que on avait une gauche très anticarcérale dans les années 70. Maintenant, on se félicite d'envoyer les gens en prison, quoi. Qui ça? Je trouve ça un peu chelou.
Ah, tu veux dire les gens qui sont... Oui, d'accord. C'est par exemple, tu vas parler des auteurs de viol et puis tu vas te féliciter de les mettre en prison, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tous ces trucs-là. Et en fait, moi, je sais pas, j'ai pas de solution, mais je trouvais que c'était intéressant ce truc pour avoir vécu la prison et savoir rien que pour 5 mois ce que ça fait et comment c'est la merde, la tôle. Je trouve qu'il n'y a pas assez le lien entre effectivement, ça doit pas arriver. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que les gens sont comme ça avant? Quels sont les processus historiques qui donnent lieu à une société aussi problématique? Et ensuite, le lien avec qu'est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes. Je trouve qu'on est vachement à subjectiver, à montrer du doigt des gens comme des monstres, tout ça, tu vois. Un peu comme on a fait avec les racistes, en fait, tu vois. Les racistes, c'est des gros nazis, des monstres et tout. Et ben moi, ce que j'aime bien, le travail que tu fais sur ta chaîne, c'est qu'en fait, t'es assez pas bienveillant, mais en tout cas, tu vois, enfin, parce que tu mets aussi de la critique, mais tu vois, t'arrives à parler avec des droitards, t'arrives à prendre les sujets un peu de haut, et tu vois, c'est cool, tu vois, et ça manque, je trouve, la gauche morale prend trop de place, quoi. Mais je crois que ouais, tu pointes un bon truc par rapport à la justice réhabilitative. Je voyais ça là hier, j'étais encore en train, bon, je me foutais un peu de lui aussi parce qu'il est un peu ridicule, mais il y avait un type sur Twitter qui essayait à tout prix de me cancel, de dire que j'étais un facho, je sais pas quoi, et t'es là, enfin les mecs, en gros, sur le papier ils sont pour la justice réhabilitative. Mais si t'es un mec qui a été un peu confus dans ta vie, qu'aujourd'hui, moi je fais quand même un militantisme qui, tu peux être pas d'accord sur certains trucs, mais on va dire qu'à 95%, je suis sur la ligne même des plus gros gauchistes qui me critiquent, tu vois. Donc de manière générale, je pense que je fais plutôt du bon taf, tu vois. Et les mecs, ils veulent quand même pas que tu sois de gauche, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont sur la justice réhabilitative, mais il y a aucun moyen de toi, si dans le passé tu t'es trompé sur un truc, arriver à évoluer. C'est quand même super bizarre comme pensée, tu vois. C'est comme si t'avais un type, il était, je sais pas, tu prends un mec, il a frappé sa femme, tu vois. Il a frappé sa femme, il a été condamné, il a fait tout un travail sur lui-même. Aujourd'hui, il bosse dans des associations, enfin, il veut bosser dans une association pour aider les femmes victimes de trucs parce qu'il a compris les dynamiques qui sont passées, et que t'arrives et que tu lui craches à la gueule, tu vois. Enfin, c'est débile. Enfin, il y a le moment de la condamnation, je veux bien qu'il y ait ça, tu vois, mais au bout d'un moment, il y a le moment aussi de la réhabilitation et du travail sur soi qui te permet de dépasser tes erreurs à voir. Ouais. Bah, par exemple, moi, ce cas-là que tu évoques, je lui dirais quand même que c'est pas très adapté parce que ce qui va renvoyer aux meufs, ça peut aussi créer des grosses difficultés si elles apprennent son passé. C'est un exemple, ça, bien sûr. Mais par contre, c'est clair qu'il faut pas lui cracher à la gueule. En fait, ce gars-là, mais tu vois, je vais encore, tu sais que je saoule les gens en ce moment avec l'espace politique de Carl Schmitt, mais en fait, notamment les autonomes, ils pensent l'espace politique en termes d'ennemis et d'amis. Et c'est pas possible de faire ça. Et tu vois, les gens de gauche, là, qui te traitent de facho, ils ont des amis, ils ont des ennemis, mais, et tu vois, moi, un des trucs, position revue, et toi, vous m'avez, il y a un truc qui me guide un peu, tu vois, c'est que l'attachement à la philosophie des Lumières et à la discussion et à l'élaboration théorique par le marxisme m'a fait complètement quitter cette manière de voir la politique, tu vois, et tu vois, bah, je le vois bien au travail, tu vois, moi je suis obligé de soigner des gens de droite, hein. Il y a des gens de droite, ils ont des addictions comme tout le monde. Bah, je vais pas leur dire démerde-toi, va crever la gueule ouverte, les yeux dans le sable, quoi. Bien sûr, et en plus de ça, je veux dire, cette espèce de rejet total leur empêche d'être clairvoyants. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces gens-là ne font pas la différence entre le type un peu confus, le mec surpolitisé néo-nazi. Tu vois, j'ai l'impression que, en gros, tu vois, un type de république souveraine un peu cringe sur l'immigration et tout, c'est pareil que Conversano. Bah non, en fait, c'est pas pareil que Conversano, tu vois. Genre, il y en a un, c'est un militant suprémaciste blanc, et l'autre, c'est un type qui croit que si on baissait l'immigration, on pourrait augmenter le SMIC, tu vois. Genre, ok, c'est de la merde son avis, mais tu peux quand même lui parler, et on n'est pas du tout au même niveau, tu vois. Mais c'est clair, voilà, c'est comme, tu vois, le mec que t'as invité, là, de Liberté, à mon avis, lui, quand il était en mode confus, c'est le genre de gars, les totos, ils le croisent, tu vois, l'autre jour, j'étais à une manif dans une ville antifasciste, j'ai vu des gens, à un moment, ils agissaient comme une mafia, quoi. Ils allaient pour poser des affiches dans les bars, et si les gens prenaient pas l'affiche, ils étaient, ouais, il prend pas des affiches, on le nique! Ou alors,
tu vois, ils voyaient un mec, ils disent ouais, lui, il a dit des trucs homophobes l'autre jour, bourré à 5h du mat à un concert dans un spot pourri, on lui pète la gueule, tu vois. Mais vas-y, mais vous êtes des tarés en fait. En fait, les gens, mais sincèrement, je pense que les gens qui sont aux terrasses à côté, ils voient ça, ils ont envie de voter Le Pen. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en plus de ça, c'est des gens qui sont pas intégrés dans des milieux militants parce que dans les milieux militants, t'as plein de mecs qui sont un peu cringe sur certains trucs. Sincèrement, vous allez sur un piquet de grève, vous avez des types qui sont des travailleurs, qui sont vraiment dans le sens de la lutte des classes, machin et tout, mais ils sont pas forcément à jour sur toutes les questions, ils peuvent avoir des biais sur le racisme, ils peuvent avoir des biais sur le sexisme et tout, c'est malheureux, tu peux leur expliquer, tu peux leur parler, mais si tu commences à considérer que le mec c'est un facho, alors que le gars c'est un militant Sud ou FO ou CGT ou je sais pas quoi, c'est ridicule, tu vois, au bout d'un moment tu t'en sors plus, à ce moment-là, alors que c'est un type qui va voter Roussel ou Mélenchon, tu vois, en plus, tu vois, c'est pas du tout un mec qui met sur le premier plan c'est biais raciste, non, c'est un mec, il a peut-être un inconscient un peu débile sur certains trucs et tout, et puis voilà quoi, c'est clair. Et puis en fait ce qu'ils se rendent pas compte, certains, c'est qu'ils ont du temps pour étudier et tout, hein. C'est du temps de savoir tout sur tout et un peu plus que tout, quoi, tu vois. Je sais pas, tu vois, moi si je prends ma vie, en fait c'est un putain de sacrifice ce que je suis en train de faire. J'ai pas de meuf, je me lève à 6h du taf, j'étudie jusqu'à 9h avant d'aller au taf, je rentre, tu vois, j'habite dans un tout petit truc à Paname, les gens en fait, ils ont une famille, ils ont des trucs à faire, et moi je pense que ils se rendent pas compte de ça. Alors moi je suis pas pour dire que les travailleurs se politisent pas parce qu'ils sont aliénés. Je trouve que c'est trop les victimiser, mais par contre je pense que les gens peuvent pas avoir la culture au top level sur le truc du genre, sur, tu vois, les gens qui font des scandales sur des gens qui mégenrent les autres, mais c'est compliqué, c'est dur, ça vient d'arriver ce truc-là, merde. Je sais pas, sûr. Tu vois, faut qu'on explique et tout, c'est normal, tu vois. En plus, des fois, c'est des gens qui sont même pas concernés. Tu parles avec un ou une trans, ils voient très bien si t'es de bonne foi ou pas. Si tu fais pas exprès de le ou la mégenrer, il va te le dire. Après, tu vas t'adapter, tu vois. Et t'as le type qui est même pas trans, qui est une espèce de vieux gauchiste qui vient pour te casser les couilles sur un truc qui a pas gêné la personne concernée, tu vois. Non, mais c'est insupportable, tu vois, comme truc. Et c'est vrai que ces gens ne représentent rien dans le monde concret, c'est-à-dire que tu les croises quand même rarement, peut-être plus toi parce que c'était un milieu autonome et tout, et ils sont peut-être regroupés là-dedans. Par contre, tu les croises encore sur Twitter, tu les croises pas trop sur YouTube, mais tu les croises encore sur Twitter, tu vois. Et c'est clair. Non, mais c'est des. C'est aussi. Ouais, vas-y. C'est aussi ça le truc là, tu sais. Moi, je commence à me rapprocher du POI, et en fait, c'est aussi ça le truc du marxisme, c'est que en fait, avant, je focusais sur la marge. Et je faisais de la politique par la marge, et là ce que je comprends avec le marxisme, tout ça, c'est que en fait il y a aussi le prolétariat, c'est pas ça, c'est pas le prolétariat, c'est pas la marge, et qu'en fait en termes de stratégie, tout ça, c'est pas qu'on s'en branle de ces gens, parce qu'il faut aussi qu'ils aient un niveau de conscience politique, mais en tout cas il y a une tâche plus souvent, je sais pas, mais je pense que tu seras d'accord avec ça, mais militer là où on est avec les gens de son entourage professionnel, tout ça, c'est quand même une force, tu vois. Bien sûr, mais il faut qu'on retrouve aussi, pour faire ça, je trouve des moments aussi. Moi, je trouve qu'on manque en fait de lieux de rencontre interluttes, c'est-à-dire que tu vois toujours les mêmes personnes dans les manifs et tout, mais tu maintiens pas assez de contact avec les gens. Mais moi, je suis premier aussi là-dedans. Hein, je m'inclus dans le truc. Je trouve qu'on manque de ce qu'on avait dans les années 60-70, qui était la socialisation ouvrière, tu vois, il y avait des endroits, il y avait des salles de sport, il y avait des trucs tenus par des camarades, et tu les revoyais, et politiquement c'était fort en fait. Et aujourd'hui, tu te retrouves à la manif, tu revois toujours les mêmes mecs et tout, et puis après tu pars, et puis après tu les revois plus, et c'est un peu dommage aussi, tu vois, surtout qu'aujourd'hui on a des moyens de se parler, de se retrouver sans forcément passer notre vie ensemble, tu vois. C'est un peu dommage, je trouve, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien encore sur le plan local ce que fait le MJCF, ce que fait le PCF et tout, parce qu'ils sont implantés localement par rapport à la FI, tu vois, qui est quand même plus dans un parti électoral, tu vois. C'est un parti électoral, c'est un parti qui est là pendant les élections, mais après ils n'ont pas encore les moyens et la structuration pour peser dans le local, quoi. Alors, camarades, ils te reprendront en disant que c'est pas un parti mais un mouvement.
Ouais, voilà, moi j'invite des mecs du POI et tout, je me suis fait infiltrer ma chaîne, il y a des Lamberto partout qui me contrôlent, c'est chiant quoi. C'est chiant. Moi, je suis pas, je me rapproche d'eux sur les conseils de position, enfin pas sur les conseils de position revue, en fait, position revue a écrit un article sur la NUPES et le parti de masse, et en fait, ça a été le déclencheur je me suis dit, mais nique sa mère les collectifs à 30, Toto qui sont tous en couple et qui font de la politique dans leur squat. Faut que je rentre dans un truc qui milite sur le terre-terre quoi. Et par contre, ce que tu disais là, j'adore, tu fais passer position pour des mecs du POI. Ça c'est bon. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que l'intelligence de position, c'est que quand tu leur parles ou que tu lis leurs articles, tu peux après. Ils comptent sur la capacité d'élaboration des gens, sur le fait que les gens sont capables de s'émanciper et que en fait, position. Quand j'ai discuté avec eux, en fait, ils m'ont dit, ils ont vu un peu qui j'étais, et ils m'ont dit tu vois, peut-être pour toi le POI ça pourrait être bien, tu vois. Ils m'ont pas dit nous on est dans tel parti et il faut que tu viennes chez nous, tu vois. Donc ils ont cette intelligence là de faire confiance à l'intelligence des gens. Et ça, c'est une des bases dans la vie, c'est ne pas prendre les gens qu'on a en face de soi pour des cons. Ouais, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Non, mais en plus, je dis ça, moi je trouve que le POI, c'est vrai que c'est une démarche. Faudrait que j'invite un camarade du POI un jour, si tu deviens quelqu'un du POI, pour en parler, mais c'est une démarche qui est intéressante. Et qui a payé quand même, tu vois. Et limite, moi, des fois, ça me rassure de me dire que la France Insoumise, en fait, c'est plus ou moins infiltré par des types qui sont des vrais gens de gauche, tu vois, qui tiennent un peu la route, tu vois. Il y a des gens que ça rassure pas. Moi, ça me rassure, en fait, de savoir ça, plutôt que de se dire que ça tient juste sur 3 patrons, tu vois, qui peuvent trahir. Alors, ils peuvent aussi trahir les mecs du POI, c'est pas le problème, tu vois, mais je trouve pas ça inintéressant comme. Ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, le pari que je fais, si j'arrive à faire des trucs avec le POI, c'est pousser à l'aile gauche de la FI, quoi. C'est toujours être en veille, en attention, que déjà, tu vois, par exemple, l'affaire Quatennens, je trouve qu'ils ont pas trop tenu leurs promesses. Et c'est être toujours là, en attention. Après, je sais. Attends, tu sais pas ce que le POI a fait pendant l'affaire Quatennens, toi? Non, pas du tout. Le PO, ils étaient quand même vachement soutien de Quatennens pendant l'affaire Quatennens. Si bien que l'aile en face du POI, enfin l'aile un peu clémentinotin, plus trotskiste-pabliste, là, ils avaient fait un article en disant qu'ils pensaient que ça s'appelait Adrien Quatennens, chef du POI, point d'interrogation, ou un truc comme ça. Oh putain, comment il se défonce la gueule, c'est pas cool. Ok, ouais, tu vois. Mais en même temps, je sais, tu vois, par exemple, j'avais lu aussi sur Position, il y avait un truc, mais moi, je sais pas quoi en penser parce que il y a quand même un truc. Bon, je pense que quand même, en fait, là, c'est mort pour qu'il ait des responsabilités. Je pense qu'il peut, parce qu'en fait, il y a un truc qui me pose problème en politique, c'est l'exemplarité. Ouais. Parce que ça veut dire quoi l'exemplarité? En fait, c'est sûr que moi, avec vu la vie que j'ai, l'exemplarité, ça me fait doucement rigoler. Mais c'est surtout, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des mecs et des meufs complètement névrosés qui n'auront rien fait de leur life parce qu'ils ont peur de faire des conneries et que du coup, on n'aura que des gens parfaits. Et tu vois, Mélenchon parle de la réhabilitation. Et en fait, bon, moi, je pense Quatennens, il peut plus avoir il peut rester un militant, il peut finir son mandat. Mais bon, voilà, quoi. Il peut très bien être dans l'ombre, à réfléchir, à faire d'autres trucs, mais il peut peut-être plus nous représenter. Mais par contre, de là à dire que, putain, quand même, c'est un des seuls mecs qui a avoué sa putain de connerie. Les politiques, normalement, c'est dans les mémoires de Rebsamen, il le dit, si tu veux être un bon politique, la méthode, c'est assumer ta connerie jusqu'au bout, quoi. Et en fait, lui, putain, il a quand même fait la démarche de dire sa putain de faute. Et après, après, voilà, peut-être c'est pas. En fait, je trouve qu'il il a adopté une position un peu bizarre, tu vois, un peu entre deux, parce que il a avoué, puis il a dit, comme j'ai avoué et tout, je devrais être pardonné. Tu vois, il a minimisé un peu a posteriori. Une fois qu'il avait avoué, il aurait dû avouer, machin et tout. Alors le problème, c'est qu'il y avait toute une clique qui voulait voir sa tête tomber dans la FI. Sur BFM, quoi.
Ouais, pas commencer à dire regardez, moi j'ai avoué, hop hop hop. Et du coup, ça a un peu. Non, ça c'est de la merde. C'était un peu gênant, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que Quatennens, il pourrait faire de la politique. Après, le problème, c'est que dans le parti, qui est sûrement le plus au clair sur les questions de violence faites aux femmes, avoir comme représentant Quatennens, c'est un petit peu moyen, tu vois. C'est comme si t'avais pas Cazeneuve, mais c'est le type qui avait un compte en Suisse là, et puis ton parti, il était pour faire la lutte contre ça, contre l'exil fiscal. Ah ouais. Puis j'ai pas aimé le truc de comparaison avec l'autre avec des petites mains là, Abad. J'ai trouvé ça nul. Ça sert à rien de montrer que la droite est plus monstrueuse. Mais tu vois aussi, en fait, en termes sociologiques, il faut penser que Quatennens c'était un mec qui a été au téléphone dans les petits box avant d'être député. Et là, il se retrouve c'est ça aussi quand même, tu vois, Quatennens, il s'est arraché de sa condition par la politique et à mon avis, il veut pas plier les gaules, quoi. Il s'accroche à c'est un peu le truc de vouloir conserver sa position et voilà. Et vu qu'il est bon, les autres veulent le garder, tu vois. Et puis il y a Raz dans le chat qui dit c'est le vieux qui le force à rester en avant, c'est horrible, mais c'est vrai qu'il est vachement soutenu par Mélenchon aussi, je pense, pour des enjeux de pouvoir internes au parti. Et puis parce que en fait, il était super bon, hein, Quatennens, il était bon en interview, il y a pas de problème avec ça. Enfin, après il a fait tout ce qu'il fallait pour que le vieux il l'aime, hein. Il a quand même écrit un livre qui s'appelle Génération Mélenchon. Hein. Oui. Mais bon, voilà, maintenant que c'est fait, je veux dire, il est soutenu de ouf et du coup, il reste. Mais ça aurait été un autre gars dans le parti, on a vu avec Taha Bouaf, tu vois. Bon, Taha Bouaf, en plus de ça, il avait la double casquette. Il était arabe et il avait le truc des suspicions de violence. Mais en plus de ça, il a été blanchi, je crois. Alors, je sais pas s'il y a peut-être des bails internes. Ça se trouve, il a été blanchi, il a quand même fait, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, lui, il s'est fait virer, directement. C'est pas du tout passé comme Quatennens, quoi. C'est clair. Bah ouais, c'est le truc aussi parce que Quatennens, il pèse plus dans le game que Taha Bouaf, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, tu vois, bon voilà, ça c'est. Et bah ouais, après, tu vois, je me dis, bon, ils ont fait cette connerie là, ça a quand même gueulé, hein. C'est pas comme à droite, il se passe ça, on n'entend rien. Oui, non mais c'est sûr, c'était bien mieux qu'à droite. Attends, les mecs, t'as Zemmour qui critique alors que Zemmour il a 30 000 plaintes au cul et tout, enfin. C'est clair, bah lui, c'est clair, il ferait bien de fermer sa gueule. Mais franchement, ouais, donc je me dis, c'est ça quoi. C'est en fait la France insoumise, c'est un truc qui pèse électoralement. Et moi, ce que je conseillerais, c'est que, moi, ce que je fais et ce que j'aimerais convaincre les gens, c'est, ok, on s'investit là-dedans, dans un truc qui est proche de un truc dans la Nupes, tu vois. Et en fait, le plus il y aura de militants qui seront attentifs et qui sont en mode, on laisse rien passer. Et ben, le plus ils vont faire gaffe, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ta vie, sur le moment où t'es maintenant? Là, t'es en 3e année de licence, c'est ça? Ouais, là, je suis en troisième année de licence. Ouais, je pense, on a quand même bien fait le tour. Ouais, pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, peut-être, dans le chat? Si vous voulez. Padu veut pas rejoindre la FI. Moi, je suis apolitique, moi. Mais on peut pas rejoindre la FI, c'est pas un parti. On peut rejoindre le POI, mais on peut pas rejoindre la FI. On peut rejoindre Picardie debout. Ouais. On peut rejoindre, comment il s'appelle le truc de Clémentine Autain? Comment ça s'appelle la gauche éco-socialiste. Mais on peut pas rejoindre la FI. Ah, je crois qu'elle doit avoir Michael Lowy avec elle, non? Ah bon? Ah non, lui il est au NPAB, ouais. Non, il est au NPAB. Mais éco-socialisme, ça vient de lui. Enfin, ça vient de lui. En France, il y a beaucoup, lui, qui a théorisé ça, là, dernièrement. Mais, ouais, non, toi, tu préfères acheter des polos Lacoste et des Porsche, hein. C'est ça. Non, en vrai de vrai, si je dois balancer moi, le parti que je préfère actuellement, c'est la MJCF. C'est pas le PCF, mais la MJCF est un peu basée. Après, en grand parti, c'est la FI. C'est le mouvement des jeunes. Moi, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, tu vois. Si je pouvais adhérer, j'adhérerais peut-être à la MJCF. Mais je pense que je pourrais pas m'y impliquer, donc je vois pas trop l'intérêt. Et je pense que c'est encore trop diviseur parce qu'en fait, la MJCF a une position des fois où ils vont casser les couilles au reste des jeunes de la NUP, ce que je peux comprendre parce qu'ils sont plus à gauche qu'eux. Par contre, ça fait chier parce que ça enlève la dynamique de la NUPES, qui je pense est la meilleure dynamique actuelle au niveau de la politique des non-jeunes, quoi.
Donc c'est pour ça, c'est un peu, Ouais, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que la MJCF, Bah, en fait, est assez cool. Le MJCF plutôt. Ouais, tu vois, le Parti communiste, moi, le truc, c'est qu'il y a Roussel, quoi. Ah oui, non, mais Tu c'est fais l'enfer. 80% au congrès, quoi. Ouais, et puis du coup, ça. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Ce qui est relou, c'est que au PCF, du coup, tous les mecs qui adhèrent, c'est des gars qui sont sur la ligne Roussel parce qu'ils ont vu Roussel à la télé. Donc c'est finito pipo. La moyenne d'âge, c'est genre 59 ans. Enfin, c'est l'enfer, hein, le truc. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas de questions. Si, il y en avait. Ton auteur marxiste privilégié? Mon auteur marxiste privilégié. Alors, j'ai beaucoup été sur Lucien Sèvres, mais je suis en train de me faire matrixer par certaines personnes et ça commence à devenir Goldman. Non, je dirais que là, Lukács en ce moment envoie du lourd dans ma caboche. Et je pense que j'en ai pas un. Attends, je regarde là tout ce qu'il y a sur mon bureau. Ouais, il y a. Alors j'aime beaucoup le dictionnaire critique du marxisme, mais c'est pas vraiment un auteur. C'est avec la Bika, c'est ça? Ouais, avec la Bika. J'aime beaucoup Politzer. Je trouve que Politzer, c'est très cool. Par exemple, les principes élémentaires de philosophie, je pense que ça va mettre dans toutes les mains de tout militant qui veut commencer. Lefebvre, non, pas trop. J'aime bien Masterclass. Lefebvre, ouais, mais moi je connais plutôt le droit à la ville, tous ces trucs-là, que la somme et le reste. Le droit à la ville, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est plutôt le côté manifeste différentialiste, tous ces trucs-là. C'est déjà sa période un peu comme ça, je trouve. Enfin, peut-être je me plante. Oui, mais ça reste un ouvrage qui est intéressant, je trouve, dans la ville. Mais oui. Politzer, tu penses quoi de Lordon? C'est la question, là. Lordon, je trouve qu'il se la pète. Ça, c'est pas un avis, ça c'est classique. Alors Lordon, bah en fait moi j'ai pas beaucoup lu Lordon parce que ça le truc Spinoza Marx, je trouve que ça donne lieu à un marxisme très mécaniste. Et en fait alors Lordon je connais en conférence par exemple, je trouve que ce qu'il a fait avec Piketty, je trouve que c'était un peu too much quoi. J'ai trouvé que bon c'est bien qu'il aille au combat comme ça. Mais son truc de faire une disserte en 3 parties là, voilà. Bon, quand tu prends la parole à RP, je sais pas, ouais, je connais pas assez. Franchement, Lordon, je vous dis, moi le truc de Lordon, j'ai un pote qui était à fond là-dedans l'an dernier. D'ailleurs, il est devenu complètement apéliste depuis, c'est trop marrant. Mais ouais, Lordon, je suis jamais trop accroché quoi. Ok, je vois Lordon trop universitaire, ils disent, mais Bégodeau, t'en penses quoi? Non, ça me dérange pas. Bégodeau, il me fait penser à Gorgias dans Platon. Ah là, s'il tombe là-dessus, il va se marrer, je pense, à Gorgias dans Platon. Le sophisme. Ouais, de toute façon, j'ai critiqué son dernier bouquin pour les gens qui... ah oui, sur Position Revue, il y a un article de toi qui est sorti. Ouais, carrément. Ouais, voilà, donc franchement, je lui fais pas de cadeau, même si je pense que en fait, Bégodeau, c'est un bon orateur. Ça m'étonnerait pas qu'il ait pas galéré à avoir son agrégation, lui. Après, le truc de Bégodeau, c'est que ça t'étonnerait pas qu'il ait pas galéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. À mon avis, ce gars-là, il a eu son agrég assez facilement, ouais. D'accord. Et en fait, bon, je pense que voilà, il reste un peu dans sa pensée orale, un peu en mode dissertation justement d'agrégatif, quoi. Et le truc, c'est que si vous écortez Lordon, il y a un côté, je suis désolé, mais Soral à faire des grandes tirades avec de la punchline, avec des arguments forts. Où il y a un truc, alors pas du tout avec les mêmes arguments, hein, et c'est quand même plutôt solide, hein, Bégodeau. Bon, mais il y a un truc moi il y a un truc un peu de rhétorique qui me gêne chez Bégodeau, même si je pense que ça fait le taf en termes position dans les médias, tout ça. C'est important qu'il soit là. Faut être un peu matérialiste, je veux dire, il utilise t'es dans un débat rhétorique. Le but, c'est pas de faire une dissertation, le but, c'est d'avoir raison. Non, mais toi, tu peux pas donner ton avis sur Bégodeau depuis que t'es le GOAT pour lui. T'auras pas un avis objectif sur Bégodeau. Mais mec, tu peux pas vouloir avoir un mec chantesse, tu vois. Ok,
il va utiliser des arguments peut-être un peu fallacieux des fois quand il est un petit peu mal et tout, il va raconter une histoire et tout, mais c'est le but d'un débatteur, tu vois. Bah ouais, mais tu vois bien comment est-ce que théoriquement des fois il se repose un peu sur ses acquis pour parler un peu comme un prof. Regarde ce qu'il avait dit sur Naël. Naël, c'est un peu comme ses personnages dans son roman, quoi. Il a pas vu que c'était des sujets politiques qui étaient pas politisés, quoi. Et ça, du coup, il va falloir qu'il revienne au réel, Bégodeau, si tu nous entends. Carrément. Non, bah c'est cool. Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup d'être passé. C'était super sympa, c'était aussi de la théorie politique, donc c'était intéressant d'avoir tout ton parcours, et ton parcours est quand même assez impressionnant. Yes, bah merci de donner la parole aux gens surtout, et puis c'est vraiment cool ce que tu fais, et puis merci aux gens de regarder tes vidéos, d'écouter, aux gens du chat, tout ça. J'espère que ça les a intéressés, et puis garde la puissance, et puis voilà, quoi. Yes, bah merci à toi. Allez, bis, ciao. À plus.